Jet 583, last way star, runway 26 left. The frequency is 12547, the rest is unchanged. 882, you were not cleared for takeoff. What are you doing? Now, the question, working on it. 583, last way star, runway 26 left. Radio down, no radio. Et bonjour à tous et bienvenue pour cette 14e émission de Ground Frequency et dernière de la saison, parce qu'après on vous quittera et on se retrouvera en septembre à la rentrée. Mais pour cette dernière émission, je suis accompagné de mon acolyte de la saison, de toute cette saison. Bonsoir Antoine. Joris, bonsoir Salut à tous. Antoine. Et donc aujourd'hui nous allons parler recherche, New Space et plein d'autres choses. Et du coup pour ça je te laisse introduire notre invité. C'est ça, beaucoup de sujets très intéressants à venir avec donc Philippe Cacut, qui est donc actuellement vice-président recherche de l'Université Saint-Quentin-Versailles. Écoute, bienvenue dans Grande Frequency. Merci de votre invitation. Donc tu as été pendant de nombreuses années le directeur du LATMOS, qui est donc le laboratoire atmosphère observation spatiale, c'est ça? Tu as donc fait toute ta vie beaucoup de recherches sur l'atmosphère en lien avec les satellites, pas mal de technologies. Hâte de parler de tous ces sujets. Bien sûr. Et donc, On va en apprendre plein. Je vous propose d'abord de commencer, avant de rentrer dans le vif du sujet et de l'interview, de commencer un petit peu par la revue de presse, et même avant la revue de presse, la vidéo de la semaine que tu nous as trouvée, Antoine. c'est ça, moi j'ai une petite vidéo de parapente avec donc Red Bull qui sont assez à la pointe dans les vidéos de sport extrême, et avec une première mondiale, la traversée d'un tunnel en parapente par Patrick Von Kannel. Donc ça a eu lieu mi-juin, c'était le 17 juin. Je pense que la vidéo va arriver si on s'en sort. La voici. Donc il faut savoir qu'il a vraiment dû développer du matériel pour réussir cet exploit avec Advance, donc une marque de parapente. Ils ont développé un prototype vraiment très léger, ça fait uniquement 12 mètres carrés. Et donc il a traversé ce parapente à 60 km/h en 6 secondes, quelque chose comme ça. C'est vraiment une prouesse technique. Il a eu 35 tentatives dans différents tunnels en Europe, en Suisse entre autres, avant de réussir cet exploit. Donc voilà, encore une belle prouesse de Red Bull qui arrive à aller développer du matériel avec des athlètes qui ont donc les moyens de repousser les limites un petit peu de ces sports extrêmes. Ça demande vraiment beaucoup de précision pour arriver à cet exploit. Donc voilà pour la vidéo de la semaine. Et ben merci pour cette sélection, effectivement. Bon, Red Bull qui nous régale toujours d'exploits tous les plus barrés les uns que les autres. Toujours agréable à regarder. Mais toujours agréable à regarder, voilà. Donc, petite revue de presse, on vous a rassemblé quelques articles. Pour commencer, alors que je retrouve un petit peu mes notes. Tac. Oui, le salon Eurosatori, qui a pris fin dernièrement, donc, qui était un gros salon d'armement militaire. Et les drones aériens français, notamment, étaient mis à l'honneur lors de ce salon. Alors, vous pourrez retrouver plein d'articles dans la presse qui en parlent. C'est juste pour vous pousser à aller regarder un petit peu. Autre brève, Ariane 6. On est maintenant à J-14 du premier lancement d'Ariane 6. Si vous voulez en savoir plus sur Ariane 6, d'ailleurs, la rediffusion de notre émission précédente avec un des spécialistes du CNES est disponible sur YouTube, n'est-ce pas ? Tout à fait. Donc n'hésitez pas, et puis n'hésitez pas à suivre aussi tous les réseaux sociaux dans 14 jours pour ce fameux premier lancement d'Ariane 6 qui est attendu par tout le monde, par toute l'Europe, avec 3 ans de retard, si je ne m'abuse, sur le programme initial. Mais bon, c'est pas ça qu'on retient, ça va être une énorme prouesse technique et le retour un petit peu de l'Europe sur la scène spatiale internationale. Un événement un petit peu plus proche, puisqu'il se déroulera ce week-end, c'est les 90 ans de l'armée de l'air et de l'espace à Versailles, donc à partir d'aujourd'hui. Il y aura également des démonstrations demain. On y retrouvera le passage de l'A400M Tactical Display, la Patrouille de France, le Rafale Solo Display et plein d'autres choses. Donc si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à aller voir. Vous pourrez, même si vous n'avez pas de place, vous pourrez également voir les démonstrations depuis les alentours du château de Versailles. Donc n'hésitez pas à aller voir ces démos. Petit point compagnie aérienne.
à présent avec la compagnie aérienne Céleste, dont on n'a pas beaucoup entendu parler parce que c'était une compagnie qui a été lancée en 2021, qui avait pour but de désenclaver un peu le territoire breton, basé dans le Finistère. Alors, elle a eu beaucoup de mal à se lancer, elle n'est même pas encore lancée techniquement. Mais on a appris récemment par le tribunal de commerce de Brest qu'elle avait été placée en liquidation judiciaire depuis mardi dernier, donc il y a 2 jours, avant son premier vol commercial. Donc on va voir ce que ça va donner. L'intention était bonne, a été soutenue par énormément d'acteurs publics locaux, mais les difficultés techniques et administratives de lancer une compagnie aérienne ont été... ont un petit peu semé d'embûches la route de Céleste. Donc Brest restera quand même encore assez loin en train ou alors en avion, mais pas tant de dessertes que ça. Voilà, exactement. C'était un petit peu le C'était- but aussi d'augmenter les dessertes de Brest. Vous pourrez retrouver un super article dans la Tribune qui revient un petit peu sur les hypothèses de cet échec. Dans le militaire, alors cette fois c'est Le Alexandre qui militaire. c'est Alexandre qui nous a C'est la sélectionné deuxième, cette, sur les 90 ans. Et... cette news. C'est le départ aujourd'hui, oui c'est ça, le 27, de la mission Pégase 2024 avec la première boucle vers le Canada. Donc Pégase, c'est une mission qui a pour objectif de projeter les forces aériennes françaises de l'autre côté du globe, et notamment dans le Pacifique, qui est quand même un territoire difficile à atteindre parce que très lointain. Et donc c'est un exercice de l'armée de l'air et qui est soutenu en collaboration avec les Anglais, les Espagnols et les Allemands. Et donc pour l'instant c'est destination l'Australie pour cette mission Pégase 2024. La C'est loin comme vacances Oui, avec ce genre d'appareil, mais ça fait loin, effectivement, il y a besoin de beaucoup de ravitaillement. Donc retour côté constructeur aérien cette fois. Alors bon, on connaît tous les déboires de Boeing, les difficultés d'approvisionnement de la supply chain. Donc aujourd'hui c'est plutôt Airbus qui a tendance à un petit peu accuser les motoristes de retards nombreux qui impactent les livraisons d'avions. Donc rien de nouveau sous le soleil, c'est vraiment juste de la communication afin de mettre un petit peu plus de pression sur leurs fournisseurs pour respecter les délais et les cadences de production. Mais du coup, Airbus a dû revoir à la baisse ses objectifs de production pour 2024, d'une trentaine d'appareils seulement. Ils avaient comme objectif 800 appareils livrés en 2024. Et donc, en accusant les motoristes, ils réduisent un petit peu à 770 appareils livrés en 2024. Donc, suite à des manques de moteurs, comme je disais, mais également à des équipements cabines qui ralentissent les livraisons. Il faut savoir que suite à cette annonce, Airbus a quand même perdu 9 points sur la bourse de Paris de mémoire. C'est pas neutre. Vraiment, l'indicateur de livraison d'avions pour les avionneurs, c'est un des indicateurs principaux de leur performance. Et donc, financièrement, il y a des conséquences. c'est toujours extrêmement scruté. Mais là, c'est vrai qu'en plus, la difficulté de monter en cadence, on en revient toujours au même problème. La supply chain a du mal à... Voilà. Supply fournir, chain, parce donc, que les voilà. matières premières, parce que les tensions Voilà. géopolitiques, etc. etc. On en a effectivement déjà parlé. Et toujours côté avionneur, cette fois Airbus et Boeing. Alors, on avait parlé de leurs sous-traitants Spirit AeroSystems qui fournissent un grand nombre d'éléments structurels, que ce soit pour les Boeing ou pour les Airbus. Chez Airbus, notamment la 220. Boeing, suite à des problèmes de qualité, est en train de voir pour racheter Spirit, mais ça posait des problèmes de concurrence. Alors, il y a des rumeurs, c'est pas vraiment des sources, c'est plus des rumeurs aujourd'hui qui indiqueraient que le rachat serait scindé en deux. Une partie serait rachetée par Boeing et l'autre partie serait rachetée par Airbus. Il y aurait 4 usines de Spirit qui seraient rachetées par Airbus. Donc, toutes les usines qui concernent les activités Airbus. Donc à suivre de ce côté-là, mais bon, on sent que ça débloque un petit peu la situation et ça permet aux avionneurs de reprendre un peu la main sur leurs sous-traitants et clés dans la complétion de leurs avions. C'est bien dit. Voilà. Voilà pour cette petite revue de presse. Antoine, je te laisse la main pour l'interview de Philippe. Eh ben, c'est parti alors. À ton tour. Prêt pour plusieurs questions. Donc, on va revenir sur ton parcours et sur donc, tes activités actuelles. Mais je te propose pour commencer, question assez simple. Est-ce que tu peux te présenter et nous présenter tes débuts dans la recherche, entre autres ta thèse, voilà, tes premiers sujets, comment est-ce que tu es arrivé à étudier l'atmosphère? Et voilà, une petite introduction générale sur tes débuts dans la recherche pour remonter quelques années en arrière. Tout à fait, voilà, ça remonte un petit peu, mais c'est toujours frais. En fait, moi, au départ, je me suis formé comme dans l'optique. Et donc, j'ai fait ce qui est maintenant l'équivalent d'un master en optique et photonique à Orsay.
Et donc, voilà, je voulais continuer dans l'optique. Et finalement, j'ai regardé un peu toutes les... Et finalement, j'étais aussi motivé par la recherche parce que j'avais envie, voilà, d'essayer d'aller plus loin que ce qu'on connaît. C'était mon moteur. Et donc, j'ai regardé un peu tous les endroits où on pouvait faire de l'optique. Et finalement, je me suis arrêté à un laboratoire qui, à l'époque, s'appelait le service d'aéronomie. D'accord. Et qui avait démarré des expérimentations avec des lasers pour sonder l'atmosphère. Et donc ça m'a beaucoup plu. Et du coup, j'ai signé voilà, avec le labo pour faire une thèse en 3 ans là-bas. Alors à l'époque, faire une thèse, c'était... alors c'est toujours un peu compliqué, les financements, etc. Mais à l'époque, c'était vraiment très compliqué parce qu'on avait quand même beaucoup de mal à se faire financer. On était vraiment financé au lance-pierre, donc il fallait vraiment être motivé. Mais c'était passionnant. Et là, j'arrivais dans un labo chargé d'histoire, je l'ignorais. Mais on en reparlera probablement. Et pour voilà, travailler sur l'optique. Et du coup, bien sûr, j'étais, moi, astronome amateur, intéressant à la météo, mais pas vraiment spécialiste de ces disciplines. Et donc, je suis rentré un petit peu par la petite porte, par la techno finalement, et par cet aspect de laser et de sondage atmosphérique. Donc tu avais une appétence pour ces domaines, mais ça restait vraiment sur ton loisir et c'était pas le sujet Tout à majeur. fait. Et c'est vraiment, il y avait ce sujet technique qui se trouvait être en accord avec cette première appétence, et donc tu as foncé Ouais. sur le sujet. Alors, D'accord. surtout qu'à l'époque, ce qui attire toujours, et ça rappellera aux anciens des choses, on parlait d'Hermès. D'accord. Sur l'atmosphère, il fallait comprendre l'atmosphère pour le projet français Hermès, qui n'a pas vu le jour. Mais du coup, la communauté recherche travaillait beaucoup pour construire cet appareil et pour concevoir voilà, l'entrée dans l'atmosphère de cet appareil. D'accord. Donc on a une maquette juste. Oui, d'accord. Exactement, voilà, voilà, ça rappelle effectivement des souvenirs. D'accord. Donc du coup c'était entre autres donc c'était le laboratoire d'aéronomie. Non, Service. Alors c'était un nom assez bizarre pour un laboratoire parce qu'on l'appelait service D'accord. d'aéronomie, donc tout le monde se dit pourquoi service. Je crois que je ne sais pas, je n'ai pas d'ailleurs la raison du pourquoi, mais c'était un laboratoire qui a été un des premiers fondateurs de ce qu'on peut appeler la recherche spatiale. D'accord. Parce que finalement ce laboratoire a été fondé sur l'idée d'utiliser les premières fusées mises au point par les Français et qui partaient du Sahara pour faire leur sondage. Et du coup, l'idée assez originale qui a fondé tout ça, c'est Jacques-Émile Blamont, qui nous a quittés il y a quelques années, qui avait du coup lancé l'idée de ce laboratoire en disant « Mais tiens, ces fusées-là, on pourrait les utiliser pour faire de la recherche et mieux comprendre ce qui se passait à haute atmosphère, hein, puisque finalement, à cette époque-là, notre connaissance était limitée à 20-30 km l'altitude où vont les ballons. Et donc, on ne savait pas trop ce qui se passait au-dessus. D'accord. Et donc, finalement, à la fin de la guerre, les vainqueurs se sont tous emparés de la technologie du V2 et chacun a développé des fusées. Donc, nous, on a développé une fusée qui s'appelait Véronique, hein, un joli nom, mais on ne savait pas trop quoi en faire. Donc, du coup, finalement, c'est arrivé au bon point de dire, bah, tiens, on pourrait peut-être faire de la recherche avec ça. Et du coup, ce laboratoire s'est mis à faire de la recherche de la haute atmosphère à partir de fusées. Donc, on dit que c'est le début du spatial français. D'accord. Donc le service d'aéronomie au cœur de tout ça, avec c'est bien beau, on a des fusées, on arrive à les envoyer, mais en plus on peut mettre une petite charge utile et avoir plein d'informations sur l'atmosphère. Le service d'aéronomie ne faisait pas de fusées. Oui, mais à exploiter, il est venu de proposer finalement aux militaires français qui avaient Ouais. développé la technologie, mais sans application claire, une application très claire qui a fait que du coup, tout ça s'est accéléré avec la fusée Diamant qui a mis en orbite un satellite et qui, derrière, a fait que l'on avait besoin de créer une agence. Donc le CNES a été créé, une agence nationale, pour soutenir finalement ces activités, puisqu'un laboratoire de recherche n'est pas du tout là pour soutenir des activités logistiques importantes. Bien sûr. Donc là, on a créé ce CNES qui a connu ce succès, aussi bien d'ailleurs dans les ballons et sur les fusées, avant de s'attaquer lui-même aux satellites. D'accord. Donc c'est vraiment du service d'aéronomie qui est parti le début de la recherche spatiale, et donc Monsieur Blamont qui a créé ensuite qui a été un des investigateurs pour le CNES. pour dire il nous faut maintenant une agence pour soutenir ces activités. D'accord. Et donc ce qui fait qu'on a un particularisme en Europe,
bon, qui est maintenant en train de changer un petit peu, mais où finalement la France était le seul pays à avoir une agence spatiale. Bon, maintenant, il y a les Allemands avec le DLR, il y a l'Italien, etc. Mais on a été longtemps avec les seuls à avoir cette agence spatiale et avoir ce cocorico, puisque là, on attend effectivement le succès d'Ariane 6. Et donc, on était le troisième pays à avoir mis un satellite en orbite. Donc, ça nous donnait une stature de puissance spatiale importante. On était sur le podium. On était sur C'est le bon. podium, c'est ça, voilà. Là, on parle des JO, effectivement, on n'était pas quatrième. Donc, c'est plutôt la bonne place. D'accord. Et donc, tu as fait ta thèse au service d'aéronomie. Oui. Et donc, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Donc, tu nous as parlé rapidement, c'était en lien avec l'optique et donc le LIDAR, Oui, ça, voilà, le laser. alors, Donc, en quoi est-ce que ça consiste exactement? Alors, l'idée, c'est en fait cette technique, c'est qu'on envoie souvent de nuit. Ça arrive qu'on fasse de jour, mais disons que de nuit, ça marche mieux parce que le contraste est meilleur. On lance une impulsion laser à la verticale de l'atmosphère. D'accord. Cette impulsion, finalement, diffuse à différents niveaux. Et comme on envoie une impulsion, on a un effet radar. C'est-à-dire que l'impulsion, elle part, et puis on a un écho qui revient. Et cet écho nous permet d'avoir des informations sur les différents étages de l'atmosphère. Et donc, avec ça, alors, après, il y a un choix de longueur d'onde, etc. Il y a de la physique qu'il faut faire. Mais une fois qu'on a choisi des longueurs d'onde, une combinaison de longueurs d'onde, on mesure la température de l'atmosphère, on mesure le vent, on mesure la concentration en particules, que ce soit finalement des gouttelettes d'eau, donc des nuages, ou que ce soit des particules de volcans. Donc on peut suivre l'altitude exacte où tout ça est localisé. Et globalement, on est entre typiquement 10 à 100 mètres de résolution. Donc D'accord. on peut savoir vraiment précisément où sont les choses. Et on a notamment mesuré quelque chose qui a aussi fait beaucoup de développement sur cette techno, c'est qu'on mesurait la concentration d'ozone. D'accord. Et ça, à ce moment-là, Sujet c'est arrivé majeur. un sujet majeur à l'époque où moi je démarrais, c'est qu'arrivait ce problème de trou d'ozone et cette découverte de cette couche d'ozone si précieuse pour notre atmosphère. Et donc, cette première alerte, je dirais, environnementale à l'échelle globale, de se dire, il faut faire quelque chose. Et ce sujet est très intéressant parce que finalement, c'était la première fois où on s'apercevait que finalement, la pollution au sens large nécessitait de l'ingérence entre États. Avant, finalement, on supposait, on ne connaissait pas trop, donc on supposait que la pollution de chacun des pays, la pollution qu'on connaît, c'est-à-dire qui fait des poussières ou des gaz comme ça assez locaux, restait localisée. Le problème de l'ozone, qui est le même problème d'ailleurs que les gaz à effet de serre, c'est que les gaz qui attaquaient l'ozone étaient des gaz à longue durée de vie. Donc ça veut dire que ça n'a pas un effet immédiat. Ouais. Et donc ça se transporte et ça agit presque partout. Et finalement, le trou d'ozone qu'on connaît bien, ça se passe au pôle. Et donc du coup, on voyait que les pays venant le développer qui avaient le plus émis ces chlorofluorocarbones, finalement, avaient un impact principal sur des pays comme le Groenland, comme l'Argentine, comme le Chili, qui n'étaient pas forcément, eux, des émetteurs de ces gaz-là. Donc on voyait bien qu'il fallait il fallait gérer ça de manière collective. Donc j'ai envie de dire que l'ozone a été presque un apprentissage et une préparation finalement au problème de gaz à effet de serre qu'on connaît aujourd'hui. Oui, c'était un des premiers vrais signaux d'alerte du fait il fallait que tous les pays travaillent ensemble un petit peu de concert sur ces sujets, puisque il n'y a pas de frontières. Une fois que ces gaz étaient émis et allaient attaquer la couche d'ozone, c'est un problème pour tout le monde. Et donc, du coup, c'était un petit peu tout l'intérêt de cette technologie. C'est un petit peu la seule qui permettait de mesurer ça. Ou est-ce qu'il y avait déjà d'autres moyens de... Si, il y avait beaucoup d'autres moyens. Enfin, beaucoup d'autres moyens, non. Il y avait des moyens qui existaient, hein, des spectromètres passifs, notamment... La découverte du trou d'ozone s'est faite d'ailleurs avec les instruments qu'on appelle Dobson, qui sont des instruments assez passifs, où on observe avec plusieurs longueurs d'onde. Au coucher, au lever du soleil, on arrive à avoir des informations sur cette couche d'ozone. Donc c'est assez vieux, on connaît ça depuis longtemps. Mais là, l'idée, c'était de rajouter des technologies. Alors on y arrive aussi par ballon, et on continue actuellement. Donc par ballon, on met une sonde chimique qui permet de mesurer la concentration. Mais disons que les techniques qu'on a mis au point avec les lasers permettaient de faire beaucoup plus de mesures avec un rythme plus élevé, plus facilement. Et c'est des instruments qu'on appelle
de la télédétection on fait à distance. Donc ça, c'est aussi préparatoire à ce qu'on a pu faire après dans l'espace. D'accord. Et puis, c'était des technologies nouvelles qui permettaient de faire des choses plus précises, plus fiables, etc. Et puis de la belle physique. Ok, évidemment. Et pour se donner un petit peu un ordre de grandeur, donc c'était ta thèse a commencé là-dessus. Par contre, pour arriver au moment où il y avait effectivement un satellite dans l'espace et cette technologie, il y a eu beaucoup de temps. Comment, enfin voilà, Oui, beaucoup. savoir, parce qu'après tu as continué, se rendre un petit peu compte du temps que ça a pris pour arriver à avoir une technologie en fait, qui fonctionnait. Au départ, ce sur quoi d'ailleurs moi j'ai beaucoup travaillé et tenté d'œuvrer avec mes collègues, c'est qu'on a créé un réseau international. Parce qu'effectivement, l'idée n'était pas juste de mesurer au-dessus de la France la concentration d'ozone. Donc du coup, il y a eu un effort international, on a monté un réseau et qui était dédié à l'étude de l'ozone stratosphérique, en mettant des stations en Arctique, en Antarctique, au tropique, etc. Et là, il y avait un effort collectif pour faire ça. Alors nous, on a profité de notre station en Antarctique à Dumont-d'Urville, où on a mis un instrument. On a travaillé avec les Allemands pour en mettre un au nord de la Norvège. On en a mis un à l'île de la Réunion, qui était un territoire français, et qu'on a développé une station d'altitude superbe là-bas, qui maintenant possède 6 lidars qui sondent l'atmosphère en permanence pour les régions tropicales, qui étaient aussi des régions critiques. Même s'il n'y avait pas le trou d'ozone, c'est là justement qu'il y a le soleil et que se forme l'ozone. Donc c'était important aussi de comprendre ce qui se passait à cet endroit-là. D'accord, donc il y a quand même eu, vous avez créé l'instrument et après vous avez réussi à en faire plusieurs et le mettre sur plein d'endroits différents pour multiplier les mesures de cette... On est arrivé à finalement démontrer qu'il y avait un intérêt d'avoir ces stations. Et donc du coup, on a été les leaders sur la construction de ce réseau. Et on a été un peu aidé, je dois le dire, par la force de frappe américaine malgré tout. L'idée était très française. Mais les Américains nous ont beaucoup aidés parce qu'à ce moment-là, on envoyait dans l'espace un satellite qui s'appelait UARS. Et c'était le premier gros satellite pour étudier l'environnement. D'accord. Et du coup, la problématique qu'avaient les Américains, qui avaient travaillé sur ce satellite, qui était que des observations passives, mais qui permettaient depuis l'espace, à partir de géométries différentes, d'observer l'ozone, la température, les gaz de différentes façons, et donc d'avoir soit des bonnes résolutions horizontales, soit verticales. Voilà. On ne peut pas avoir tout quand on observe, donc il faut une combinaison de choses. Mais le problème, c'est que les Américains s'apercevaient qu'ils envoyaient ce satellite avec peu de données au sol qui permettaient de valider et de conforter les données depuis l'espace. Peut-être peu de gens l'ignorent, mais c'est vrai que lorsqu'on fait des observations depuis l'espace, on a toujours besoin de données sol pour servir de référence. Il faut calibrer à un moment le satellite. Calibrer, des fois vous avez plusieurs satellites qui font les mêmes mesures, donc il faut s'assurer que les deux satellites vont mesurer pareil et qu'on va avoir une certaine continuité. D'accord. Et donc du coup, là, on s'est lancé sur un programme de recherche qui a duré, depuis qu'on démarre ça depuis 40 ans, qui consiste à observer quasiment quotidiennement l'ozone et tous les paramètres attachés à ça. Ce qui est très intéressant, c'est de démarrer ce genre de programme dans un cadre recherche, parce que c'est jamais très facile et qu'il y a un effort international pour arriver à faire ça. Et notamment parce que, comme je le disais, c'est des gaz à longue durée de vie. Et donc, même si aujourd'hui on commence à voir un fléchissement du trou d'ozone, du moins il n'augmente plus, il stabilise, voire se corrige, il faut attendre 50 ans pour être certain que l'atmosphère va être débarrassée de tous ces gaz qui aujourd'hui ne sont plus émis. Donc ça, c'est aussi intéressant. Hein. On a commencé en 1987 avec le protocole de Montréal à dire il faut réduire. Et en 1997, on a dit maintenant interdiction d'émettre. Alors, une inertie énorme. Alors, ça fait 10 ans, ce qui est super court pour une décision politique. Mais c'était facile parce qu'il y avait 40 producteurs dans le monde, on avait des solutions de substitution. Donc la solution était facile. Bon, bien sûr, pour les gaz à effet de serre, la question est plus compliquée, mais le process, il existe. Tout comme on a des rapports du GIEC aujourd'hui, on avait des rapports sur l'état de la couche d'ozone. Donc le mécanisme est un peu le même, sauf qu'il va être plus compliqué à mettre en œuvre parce qu'il y a plus de conséquences sur le fait de réduire les émissions d'ozone que sur l'ozone.
Bon, c'est intéressant ce parallèle justement. En plus, là, vous étiez un peu sous les projecteurs. C'était Tout à fait. vos mesures étaient dans le grand public. C'est quelque chose que tout le monde s'imaginait. Je sais pas de exactement quelle manière, mais on a un trou au-dessus de nous et du coup, on est plus protégé. Ou c'était quelque chose de vraiment en plus suivi par l'opinion publique. Donc, ça devait être assez intéressant. Et ça, de c'est gérer très ça. compliqué. Ouais. Même, je vois pour le CO2 aussi, c'est que typiquement, quand vous avez des observations, l'atmosphère varie naturellement. Et donc, il faut arriver à détecter ce qui peut être attribué à l'homme dans une variation naturelle. Naturellement, l'atmosphère varie parce que les cycles solaires varient, parce que vous avez des oscillations internes à la Terre qui font que vous avez une dynamique qui change. Et donc, d'une année à l'autre, la température polaire change énormément. Donc, comment trouver de là-dedans, dans une variabilité très forte, finalement, si vous avez une tendance à augmenter ou à diminuer, c'est compliqué. Et du coup, quand vous avez chaque année, finalement, la pression politique qui dit alors ça augmente, alors ça diminue, c'est toujours compliqué parce que statistiquement, vous avez envie de leur dire bah, attendons 100 ans. mais la politique n'est pas sur cette. Et les enjeux ne sont pas non plus sur cette dynamique-là. Donc, Ok. voilà. Mais d'un point de vue scientifique, c'est compliqué parce qu'il est toujours un peu prudent avant de dire Ouais. les choses. Et donc, du coup, là, il faut arriver à extrapoler le plus rapidement possible. D'accord. Ouais, arriver à enlever le bruit de fond, le naturel, Voilà. et garder juste les tendances qui sont dues à l'action humaine. Et... D'accord. Écoute, c'est très C'est intéressant, passionnant. c'est passionnant. Moi, je bois les paroles. Et donc là, c'était encore avec le service d'aéronomie ou c'était ensuite Ça, de c'est- l'Atmos ça, c'est- Comment est-ce que ça a ensuite basculé Alors, en fait, là, c'est ce que je vous dis, c'est que finalement, nous, quand on a commencé ces observations à partir des lidars, un peu en même temps, est né aussi, finalement, l'observation spatiale D'accord. scientifique. Hein, c'est les années 80 où, finalement, naissent beaucoup de satellites. Alors, scientifique, ce qu'il y a, c'est qu'à cette époque-là, est mélangé l'observation météo et l'observation recherche atmosphérique. Finalement, c'est presque la même chose. C'est-à-dire que même la météo, qui avait l'habitude de ces capteurs au sol et des radiosondages, va découvrir aussi le potentiel d'avoir des mesures depuis l'espace. Et donc, en même temps, ces données-là, elles sont en même temps recherche et en même temps météo. C'est-à-dire qu'on nourrit finalement les communautés opérationnelles qui vont faire de la météo et la recherche qui va s'intéresser à ces problèmes-là. D'accord. Donc c'était tout l'intérêt, c'est que vous aviez des capteurs, ça pouvait servir à tout le monde, mais en parallèle, les données, ça pouvait pas aller que à la météo. Enfin, vous pouviez exploiter les mêmes données, ou est-ce qu'il y avait des slots, en fait, par exemple, de satellites? Tiens, là, Les comment ça données se étaient passe assez partagées. Alors, Ouais. notamment, les données étaient notamment très partagées parce que les premiers à produire les données, c'était les Américains. Ils étaient D'accord. bien sûr en avance sur la fourniture de données scientifiques. Et les Américains avaient une politique, et ont toujours une politique, mais étaient les premiers à avoir cette politique de dire si c'est de l'argent public, c'est de la data publique. Donc, accéder aux données américaines de recherche, c'est très très facile. D'accord. Ça n'a pas toujours été le cas en Europe. Donc maintenant, il y a une démarche plus ouverte, mais à l'époque, ce n'était pas si facile. Et c'est toujours le cas maintenant? Les données américaines sont... Oui, beaucoup de laborantins en France peuvent étudier les données américaines sans trop de soucis. Oui, Ok, en fait, d'accord. il y a une assez grande ouverture. D'ailleurs, ça pose aujourd'hui un peu un problème aussi. C'est-à-dire que finalement, à une époque, c'était vu pas comme une qualité d'être ouvert, hein, parce que du coup, ça permet à un plus grand nombre de servir des données. Alors aujourd'hui, où on voit que la data devient extrêmement stratégique et géopolitiquement stratégique, voilà. Quel est le degré de confiance quel dans est cette le data? degré d'ouverture on doit avoir Ouais. en ce moment, les gens se posent des questions. D'accord. Mais c'est vrai que pour la recherche, c'était très ouvert. Et du coup, d'ailleurs, c'est à ce moment-là, dans ces années-là, où ils ont commencé, que moi, j'étais aux États-Unis, travailler effectivement avec un organisme qui s'appelle la NOAA, qui est finalement la météo française, finalement, enfin la météo américaine comme Météo France en France, mais qui a une ampleur un petit peu plus grande au sens où elle développait beaucoup plus que faisait à l'époque Météo France, des satellites. Et donc, du coup, voilà, j'ai travaillé avec eux et finalement, la NOAA travaillait beaucoup avec la NASA. Donc, on travaillait ensemble sur ces questions-là. Et du coup, c'est là que j'ai vu tout l'intérêt de ces données et où j'ai basculé de mes données, finalement, sol avec mes lasers qui étaient très intéressantes, mais relativement ponctuelles, à des données, finalement, qui couvrent le globe entier à partir de satellites, voilà,
qui offre finalement une vision beaucoup bien meilleure de la Terre. Enfin, désolé. C'est ça. T'es resté combien de temps du coup aux États-Unis sur Je suis ce resté un peu projet? plus d'un an, D'accord. parce que j'y avais été avec la famille, et donc Ok. l'idée, c'était pas d'y rester, même si effectivement les conditions de travail étaient très agréables. Et du coup, voilà, je suis revenu en France et j'ai obtenu un poste effectivement, puisqu'en France, on peut difficilement faire de la recherche sans être fonctionnaire, D'accord. donc d'être soit dans un organisme tel que le CNRS, soit à l'université. Donc moi, c'est bien l'université. Et donc, du coup, voilà, j'ai pu continuer ma recherche en étant un peu stable, ce qui est toujours plus agréable pour pouvoir voilà, prévoir sur le long terme ce qu'on a envie de faire. La recherche reste quelque chose qui se fait un De peu long sur le terme. voilà. Ouais. Donc en revenant en France, tu avais vu comment ça se passait aux États-Unis, tu as intégré donc l'université, tu étais enseignant-chercheur ou Oui. tu donnes toujours Alors, des... en fait, j'avais un poste très particulier, qui est un poste du Corps national des astronomes et physiciens, qui est un tout petit corps D'accord. très particulier, qui est un corps qui ressemble à celui des enseignants-chercheurs, mais qui a un gros avantage, enfin un avantage, ou je ne sais pas si c'est un avantage, mais une spécificité, qui est qu'on enseigne moins que les enseignants traditionnels, mais par contre, qu'on doit un temps à la communauté pour organiser des choses. Et donc, du coup, moi, j'ai été recruté sur le fait d'organiser ce fameux réseau d'observation sol Ok, et de lien avec le spatial. Et donc, du coup, ce que je faisais, je ne le faisais pas que pour ma recherche, je le faisais pour fournir des données globalement pour l'ensemble de la communauté. un peu coordonnateur, Coordinateur, voilà, de coordinateur, s'assurer que les données étaient produites, Ok. qu'elles étaient accessibles, qu'elles étaient mises au bon format, que les instruments fonctionnaient suffisamment rapidement, fonctionnaient suffisamment synchronisés avec les mesures depuis l'espace, Ok. et que tout ça, voilà, c'était un genre d'ailleurs, ça s'appelle même comme ça, c'était un service à la communauté. Finalement, D'accord. c'était une tâche de service qui pouvait être comme celle d'enseigner, qui pourrait être une tâche, voilà, à la communauté des étudiants qu'on fournissait du temps. Là, c'était plutôt à la recherche qu'on fournissait un temps qui permettait d'organiser la recherche et de fournir les données qu'elle avait besoin. D'accord. Et donc, c'était vraiment sur les appareils existants ou est-ce qu'il y avait aussi une volonté de développer de nouvelles technologies? Comment est-ce que c'était vraiment coordonné et s'assurer que tout ce qui fonctionnait bien? Ou est-ce qu'il y avait aussi beaucoup d'ambition et des partenariats pour développer d'autres mesures, d'autres outils, peut-être après les satellites justement aussi Alors, dans ce cadre-là, en fait, effectivement, quand on reste dans un cadre recherche, parce qu'on aurait pu imaginer, ça aurait pu être un choix aussi de l'État de dire finalement la question de l'ozone est très importante, on en fait un réseau opérationnel, qu'aurait pu d'ailleurs être complètement intégré aux missions de Météo France, par exemple, qui se disent finalement au lieu de lâcher des radiosondages, bon, on a toujours été en collaboration avec Météo France, mais l'État ne leur a pas donné cette tâche de suivre l'ozone finalement. D'accord. Même si finalement ils avaient besoin de ces données dans les modèles, etc. Mais ils n'ont pas pris cette tâche d'observation. Donc c'est resté une tâche très recherche, organiser mes recherches. Et donc quand on est en recherche, on fait évoluer les instruments, on essaie toujours d'avoir les meilleures performances. En plus de ça, finalement dans ce cadre de ce réseau, on se réunissait avec les autres laboratoires des autres pays pour réfléchir à comment faire progresser tout ça. Ça, c'est aussi un gros avantage de la recherche, c'est qu'elle est internationale, elle n'a pas de frontières, et que vos collègues viennent d'Inde, des États-Unis, et que vous essayez collectivement, les quelques spécialistes des domaines, de le faire progresser. D'accord. Donc, bien évidemment, on a continué à faire en sorte que ces technologies s'améliorent, soient de plus en plus fiables, et effectivement progressent au point, à terme, d'aller dans l'espace. D'accord. Alors moi, je n'ai pas travaillé directement sur les technologies qui ont permis, mais le laboratoire a développé un des premiers systèmes, d'ailleurs c'est un système franco-russe qui s'appelait ALISA, D'accord. et qui a permis de mesurer avec un laser l'altitude des nuages, et qui a démontré l'intérêt de cette techno. Alors, Ok. bon, pour des tas de raisons, c'est les aléas du spatial et de la recherche spatiale, c'est que l'instrument a mis beaucoup de temps à être mis en orbite. C'était une collaboration franco-russe, donc c'est toujours compliqué quand il y a des collaborations comme ça. Et finalement, le système n'avait pas les caractéristiques initiales, les lasers étaient beaucoup moins puissants. Donc ça a permis de démontrer l'intérêt, mais pas faire une recherche aussi performante qu'on aurait souhaité. Très rapidement est arrivé le système américain,
qui s'appelait Calypso, qui a duré plus de 10 ans, et qui, lui, a vraiment eu une moisson de données formidable. Donc, ça a été un projet franco-américain, D'accord. avec une technologie très américaine, mais où on a beaucoup profité des données. Donc, on a fait un saut énorme sur la connaissance des nuages, de la microphysique des nuages, du rôle des poussières volcaniques, parce que finalement, c'était la première techno qui nous permettait de savoir à quelle altitude était le nuage. Quand vous regardez tous les jours les prévisions météo, vous avez des belles cartes, vous voyez les nuages, mais vous ne savez pas du tout si c'est, et ça parlera peut-être aux FANA, si c'est un Stratute, un Cirrus, de la brume, etc. Oui, on voit Finalement, du vous blanc voyez sur un la nuage, carte, un blanc mais sur la c'est tout. carte. Et du coup, comme les vents à chaque altitude peuvent être différents, vous ne pouvez pas non plus savoir trop, finalement, si les choses vont se propager dans une direction ou une autre. Donc, c'est compliqué. Donc, du coup, ça a vraiment apporté un élément scientifique très, très important, de pouvoir déjà caractériser quel nuage on regardait, séparer finalement qu'est-ce que c'est qu'un nuage d'une couche de poussière, hein, et aussi d'un point de vue climatique, c'est très important parce qu'en fonction de l'altitude du nuage, il va avoir un effet gaz à effet de serre ou un effet réfléchissant, qu'on dit parasol. Voilà, et donc, du coup, en fonction de son altitude, il n'a pas le même impact climatique. Donc, voilà, pour dire que si on s'est amusé à mettre des lasers dans l'espace, qui n'est pas une mince affaire, pas juste pour rigoler, Sans doute. mais aussi parce que finalement, il n'y avait pas d'autres technologies. Ok. Et d'ailleurs, un petit peu après, est arrivé un autre, quelques années quand même après, l'ESA a mis en orbite un satellite qui s'appelle Aeolus pour mesurer le vent à partir de la même technologie vent. Alors c'était très très ambitieux parce que mesurer le vent, c'est très compliqué, mais ça correspondait aussi au fait qu'on n'avait aucune autre technologie pour mesurer le vent par des méthodes passives d'observation. Mais du coup, là, le lidar pour les couches de nuages, c'était plutôt en vertical. Là, le vent, il fallait réussir à cumuler plusieurs satellites pour arriver. Non, comment ça se passait pour Non, voir alors les en fait, déplacements c'est pas tout à fait faux. C'est-à-dire qu'en fait, on mesure le vent par effet Doppler, c'est-à-dire que on envoie le laser et en fonction de la vitesse des diffusants, vous allez avoir un décalage de la longueur d'onde. D'accord. C'est le même effet que lorsque vous avez le train qui passe et vous avez un ouang, le son change au moment où vous croisez une voiture ou un train, bah c'est le même effet. C'est un effet que finalement la source, quand elle bouge, elle vous crée un décalage Doppler et du coup un petit décalage. Et donc en mesurant ce petit décalage, on arrivait à mesurer finalement à quelle vitesse allaient les particules entraînées par le vent ou les molécules entraînées par le vent. D'accord. Alors bien évidemment, pour pouvoir mesurer ça, on ne va pas faire toute la théorie du Doppler, mais on a besoin d'incliner le faisceau, on ne peut pas le faire à la verticale. Alors que quand on mesure les nuages, Ok. on mesure à la verticale. Là, pour avoir la composante Doppler, on n'est plus obligé d'être oblique. Ok. Mais sinon, la techno est assez proche. Ok, donc là, on était vraiment sur des. C'est pas du tout des petits satellites, c'est des gros Là, satellites c'est avec énorme. des instruments énormes. Et... Ouais. Ok, Ça, vous avez, là les télescopes ont 1 mètre de diamètre. d'accord. Et donc finalement, c'est ça qui décide la taille du satellite. Finalement, on fait autour de 1 mètre carré, 1 mètre cube, mais on Ok. fait un satellite finalement. Ok. Mais ce n'est Ok. pas l'électronique qui prend de la place, hein. C'est vraiment le télescope. Parce que forcément, vous regardez la diffusion de la lumière, donc plus le télescope va être grand, plus vous allez avoir un signal significatif. Ok. Donc, C'était justement la question, voilà, qu'on arrive un peu à se représenter, parce qu'on envoie le signal, mais ce qui est très compliqué après, c'est arriver à récupérer le retour du laser en quelque sorte et pouvoir l'analyser. Voilà. C'est si Mais voilà, donc technologiquement, c'est très compliqué. Alors nous, on est très fiers parce que autant, bon, à l'ISA, on a été dans les premiers, donc on est fiers. Puis c'était une collaboration franco-russe à l'époque, un peu de la guerre froide. Donc on travaillait avec les Américains, mais on travaillait aussi avec les Russes à cette époque-là. On n'avait pas de problème à travailler avec les uns et les autres. Et puis à Aeolus, on est aussi fiers parce que finalement, la technologie qui a été choisie, c'est celle qui avait été développée par le laboratoire. Donc, même si finalement, c'est des industriels, ceux qu'on connaît bien, Airbus et compagnie, qui ont développé tout ça, c'était quand même avec des idées qu'on avait développées au laboratoire. D'accord. On était assez fiers de cette réussite quand même. Eh ben, c'est Alors, très bien. dans le chat, on a une question, enfin plus une Ouais. affirmation, mais tu vas pouvoir confirmer. On a Ben Moll qui nous dit que s'il ne se trompe pas, toutes ces technologies sont d'abord testées en avion avant d'être envoyées dans Alors c'est vrai. l'espace. Alors c'est pas toutes, mais c'est vrai que finalement c'est souvent un petit peu le cheminement. C'est-à-dire qu'on démarre au sol, c'est facile à mettre au point, etc. Ouais. Et après on teste notre capacité finalement à le monter en l'air
en étant en avion ou en ballon. D'accord. Parce que du coup, ça redescend, donc on peut. Alors, l'avion et le ballon présentent aussi des intérêts spécifiques, que c'est pas juste tester un peu plus haut. C'est-à-dire que l'avion peut faire des transits, et donc notamment pour regarder des aspects météorologiques, c'est très intéressant, parce que du coup, vous survolez au-dessus des nuages, ou au-dessus de couches polluées, et du coup, vous pouvez vraiment faire des transects assez rapidement, et tout de suite avoir une cartographie de ce qui se passe. D'accord. Du coup, c'est pas global, c'est quand même des moyens lourds de faire décoller un avion, mais c'est vrai que on a cette spécificité aussi au laboratoire. Je m'excuse pour les collègues que j'ai oubliés, mais c'est vrai que du coup, ça a un gros intérêt d'être en avion aussi. Mais après, effectivement, depuis l'espace, alors on a un signal plus difficile à exploiter, mais qui est global et qui permet aussi un intérêt. L'ensemble est intéressant, hein. Vous savez, les scientifiques, ils utilisent tout, hein. Il n'y a pas de choses. Pas de discrimination. Il n'y a pas de discrimination. Tout est utile. Dès qu'il y a de l'information, on le traite. Et tu parlais d'avion pour le climat, justement. Il me semble que c'est la NOAA qui a un avion qu'on voit des fois aller très proche des cyclones, etc., faire des mesures. C'est eux qui ont ce genre d'appareil qui sert aussi. Non, la France là aussi. La France là, et d'accord, donc il y a une collaboration entre le CNES, le CNRS et Météo France D'accord. pour avoir un avion qui est équipé. Ok. Et qui permet d'avoir ce type d'équipement. Donc, c'est des avions recherche qui sont dédiés à ça, Ok. dans lesquels on met parfois des radars pour faire des certaines... En fonction des thématiques scientifiques et de ce qu'on veut observer, des fois des lidars, des fois des instruments passifs. Et on est en collaboration très forte avec le DLR, qui est l'agence allemande, qui a des avions du même type. Et du coup, souvent, on fait des campagnes coordonnées avec 2 avions qui permettent d'augmenter le nombre de données ou de les croiser en fonction de ce qu'on veut faire. Et donc on a les moyens en Europe pour faire Oui, ça. alors on a les moyens. Les avions, c'est quand même compliqué. Hein. Pour la recherche, c'est quand même compliqué de maintenir la flotte d'avions parce que ça coûte cher et qu'il faut le justifier. Ce que tu disais aussi, que les financements tombent jamais du ciel et il faut à chaque fois. Vous êtes par exemple au laboratoire, vous êtes financé par l'État, par des projets européens. Comment ça se passe Alors oui, ça c'est une difficulté majeure. Alors il y a des programmes de recherche, mais où tous les thèmes sont mis côte à côte. Donc voilà, quand on a une recherche comme en France assez large sur tous les domaines, il en faut pour tout le monde. Donc nous, c'est l'Agence nationale de la recherche, l'ANR, qui est souvent l'organisme qu'on va solliciter. Après, on a des organismes plus spécifiques, c'est-à-dire qu'on a la capacité de faire une propre recherche. Météo France aussi a de l'argent pour faire sa recherche, même si elle va souvent à l'ANR aussi. Puis après, on va à l'Europe. Donc l'Europe aussi a des gros financements. Et d'ailleurs, c'est souvent très intéressant parce que l'Europe, ça permet de collaborer avec les collègues, donc d'augmenter la force de frappe. Et puis, cette Europe, c'est aussi, on le voit maintenant, tous les jeunes qui vont se former, ils se forment quand même en Europe, c'est-à-dire qu'ils passent souvent, donc ils ont cette dimension est aussi assez maintenant admise pour tout le monde, c'est-à-dire que la recherche elle est européenne et nos étudiants qui arrivent dans la recherche ont eu cette habitude d'avoir été dans les laboratoires à droite et à gauche. Donc ça c'est plutôt, je dirais que s'il y a une réussite en Europe, je ne vais pas faire de politique, mais je dirais que au moins la recherche c'est quelque chose qui marche bien et qui a vraiment permis de faire progresser la recherche. C'est génial, c'est bien d'avoir justement toutes ces forces qui se mettent ensemble, tous ces cerveaux et ces financements aussi, puisque même si on a les cerveaux, sans les financements ça ne fonctionne pas. Donc c'est plus compliqué en tout cas d'avoir des gros projets. Non, vas-y, je poursuis. Mais finalement, peut-être pour rebondir sur votre question, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a une difficulté, alors pas qu'en recherche, hein, on voit bien les financements, c'est quand même compliqué un peu partout. Et donc, forcément, aujourd'hui, on s'oriente vers une façon de financer la recherche qui évolue et qui est quand même de plus en plus tirée par les applications. D'accord. Et donc, du coup, la partie fondamentale est plus compliquée, où doit trouver sa place en amont des applications par les gens qui y croient, etc. Mais du coup, c'est une autre façon de faire, alors qu'avant, on avait des programmes de recherche fondamentale beaucoup plus importants.
Mais là, les financements partant, il faut de la recherche plus appliquée. Donc il y a une vision un petit peu plus court terme. Il faut que la solution soit en tout cas déjà imaginable pour arriver à avoir des financements. En tout cas, et faire du fondamental, c'est un petit peu plus compliqué de dire on fait du fondamental et en cours de route, d'ici 10-20 ans, on aura une Ouais, solution on ne sait pas à quoi ça sert. Voilà, c'est ça. Plus compliqué comme Maintenant, ça. c'est plus compliqué de dire ça. Ok. On ne sait pas à quoi ça D'accord. sert. Il y a quand même de l'exploration. C'est-à-dire que si on Ouais. se doute que ça peut servir, du coup, c'est explorer. Mais on peut difficilement travailler aujourd'hui sur des thématiques en se disant on ne sait pas du tout à quoi ça sert. D'accord. C'est de la belle physique, on va comprendre et on verra bien après. Ça, c'est plus compliqué. Ok. Je ne dis pas qu'on ne le fait pas, mais ce n'est pas avec ces arguments. Il faut déjà avoir en tête, ah, bah, tiens, ça pourrait servir à ça. Donc, du coup, voilà, on y trouve quand même des financements, mais c'est plus compliqué. D'accord. Du coup, je me permets de rebondir sur un des sujets sur lesquels tu as travaillé, justement l'étude des contrails. Ouais. Donc voilà, peut-être en parler. C'est typiquement l'exemple de quelque chose qui intéresse un secteur, à savoir l'aviation, mieux comprendre comment ils se forment et les impacts qu'ils ont. Il me semble, du coup, tu as travaillé un petit peu dessus, mieux comprendre la physique autour de ces contrails. Oui, alors en fait, c'est venu un peu par hasard. C'est-à-dire qu'en fait, on travaillait sur les cirrus, ces nuages de glace qui se trouvent entre, on va dire, 8 et 12 km d'altitude. D'accord. C'est des nuages qui sont différents des autres parce qu'au lieu de trouver de l'eau liquide, on a des cristaux de glace. Ils sont très rétrodiffusants, justement. On parlait de diffusion avec nos lasers, mais là, eux, ils sont très diffusants. Ils ne sont pas très visibles quand, notamment, on a le soleil en l'air. Quand on regarde le ciel, il est bleu, mais quand on regarde sur l'horizon, on voit parfois des nuages. Et ben, du coup, grâce à cet éclairement un peu rasant, ils apparaissent. C'est pour dire qu'ils sont très transparents. D'accord. Mais quand la lumière est bien orientée, ils sont très diffusants. Et donc nous, on avait travaillé beaucoup sur ces cirrus parce qu'ils ont un impact important sur le climat. Et on se pose des questions, effectivement, quelle est leur contribution, comment ils vont évoluer, quelle est justement, on sait que c'est des cristaux de glace, mais combien, quelle taille, comment ça se forme, enfin voilà, il y a quand même des questions qui restent encore en suspens. Et donc du coup, finalement, les traînées de condensation d'avions, c'est des cirrus artificiels finalement. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les cristaux, en fait, ils ont un mécanisme de formation assez particulier. C'est que souvent, ils ont besoin d'une initialisation. C'est-à-dire que quand vous injectez déjà des cristaux, alors si les conditions sont bonnes, vous allez faire d'un seul coup des cristaux par comment on dit, Ricochet. ouais, ça par ricochet, finalement, Ouais. ça va capter l'eau existante. Donc, si Ok. les conditions, vous êtes sursaturé, c'est-à-dire que vous avez une sursaturation, souvent, ça se forme naturellement avec un taux de sursaturation assez élevé. Mais si vous y injectez beaucoup d'eau à un endroit précis, ça va créer un cirrus. Et si les conditions sont favorables, il va s'étendre. Donc, c'est ce qu'on observe quand on regarde derrière les avions. Des fois, on voit la traînée. Des fois, on ne voit pas la traînée. Des fois, on voit une traînée mais qui disparaît très rapidement. Puis, si les conditions sont bonnes, bah, cette traînée s'entretient en fabriquant d'autres cristaux. D'accord. Alors, la question scientifique, c'est d'une part, est-ce que ça dégénère en cirrus un peu plus permanent Est-ce que ces cirrus sont différents des cirrus naturels et quel impact ils peuvent avoir sur le climat? Donc du coup, aujourd'hui, l'aviation se pose cette question. Finalement, voilà, quand on crée des cirrus, est-ce que finalement, on a un impact plus important que finalement l'eau sous forme vapeur quand elle est sous forme cristal? Et est-ce que ça peut dégénérer et avoir des zones et puis du coup, la question qui vient après, c'est est-ce que du coup, il faut imaginer que l'aviation évite de les faire ou pas? Donc là, il y a des études pour essayer d'imaginer quel est l'impact et est-ce que cet impact doit être évité ou pas. Et oui, du coup, il faut vraiment comprendre les conditions de formation, ces histoires de saturation, à partir de quel taux ça va se former, si on veut éviter les zones. Voilà. Et donc, Donc c'est là que la donc recherche est vraiment nous, ultra ce qui nous importante. intéresse beaucoup dans ce sujet, bien sûr que l'impact climatique peut être intéressant, mais de toute façon, il y a la compréhension de ces cirrus et par là même des vrais cirrus, finalement naturels, d'essayer de les comprendre. Donc du coup, alors, on y est arrivé aussi parce que effectivement, là, le LIDAR est un instrument très intéressant, puisque là, lorsque votre LIDAR va croiser la contraille formée quand elle va dériver, vous allez mesurer très précisément son altitude et sa forme verticale et son extension. Donc D'accord. du coup, ça, c'est des informations qui sont compliquées. Alors, bien sûr, du bas, on voit des images, on se dit, bah oui, ça augmente, mais c'est très qualitatif. Nous, on aimerait bien voilà, pouvoir le mesurer, combien en épaisseur, combien
en longueur. Et puis finalement, par rapport à son éjection de l'avion, est-ce qu'il y a eu sédimentation? Est-ce que les effets radiatifs la font plutôt monter? Finalement, il va y avoir un effet cumulatif et faire un cirrus à terme. Bon. Donc voilà le genre de choses qui nous intéressent. Et là où on réutilise finalement aussi bien les données finalement depuis l'espace que aussi nos systèmes de lidar en bas qu'on continue d'utiliser Qui pour existent d'autres depuis des applications. années et qui sont encore bien utiles. Voilà, et qui ont des bases de données très longues, donc ça nous permet de se dire, finalement, voyons voir ce qui se passait avant, comment on peut se projeter, etc. D'accord. Et ben voilà. Donc là, c'est un sujet encore vraiment actuel. Actuellement, Là, on a un projet actuellement là-dessus. Voilà. Il y a même plusieurs projets là-dessus, Ok. parce que finalement, c'est une question qui interroge l'aviation, puisque finalement, les avions de ligne volent dans cette région où justement se font ces cirrus naturellement. Donc, on voit bien que alors, on peut les éviter parce qu'il y a des zones plus sursaturées que d'autres, mais on voit bien que c'est un problème pour l'aviation de ligne. Alors, Cœur voilà. du sujet. Non, oui, tout à fait. Et voilà. Donc la recherche en profite. Voilà, ça permet, c'est une problématique d'industriels, de compagnies, on va dire du quotidien. Et la recherche peut en plus entraîner ces modèles un petit peu physiques là-dessus. Donc c'est un petit peu donnant-donnant sur le sujet. Oui, tout à fait. On profite et en même temps, il y a des vraies questions scientifiques, puis il y a des vraies questions climatiques aussi auxquelles il faut qu'on réponde. Très bien. Eh ben, je vais embrayer sur un autre sujet. Donc, on va parler un petit peu du New Space. Alors, tout d'abord, il me semble qu'avec l'université, vous avez lancé des CubeSats, donc des petits satellites pour observer donc la Terre. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Comment ça s'est fait, ce projet? Vous en avez 2, c'est ça actuellement? Actuellement, on a 2 qui tournent. Alors, effectivement, on les appelle nanosat souvent pour la taille, parce que finalement, on a tout un jargon pour donner la taille des satellites. Il faut savoir que les satellites géostationnaires, ils font plutôt plusieurs tonnes. Hein, c'est d'ailleurs pour ça qu'effectivement, on a besoin d'un lanceur qui sont en capacité de lancer des gros satellites. Et puis, voilà, il y a, quand on descend un petit peu, aujourd'hui, on a ces satellites de 100 kg qui tournent. Que vous voyez à l'image. Alors, non, pas ceux-là. Ceux-là, c'est les des CubeSats. petits satellites qu'on appelle nanosatellites. Okay. Donc là, on a encore l'étage du Voilà, dessus. les tailles du dessus, c'est des satellites qui sont aujourd'hui beaucoup utilisés, notamment pour les aspects de télécom, et qui sont défilants et qui sont, voilà, c'est cette problématique au lieu d'utiliser un géostationnaire, on utilise plein de satellites qui tournent, donc on a une couverture globale. Et là, nous, en recherche, on avait besoin de cette vision de constellation. Alors bien sûr, des satellites recherche, en fait, finalement, souvent les gens en entendent parler parce que soit ils vont sonder l'atmosphère, soit ils sont originales, mais finalement le nombre de satellites qu'on a pour faire vraiment de la recherche est tout petit par rapport finalement à l'ensemble des satellites qui existent pour les aspects opérationnels et les aspects économiques. Donc la recherche apporte effectivement de la connaissance, mais pas beaucoup de financement en retour. Il y a beaucoup plus de satellites de télécommunications que de mesures, voilà. évidemment. Voilà. Voilà, donc On c'est s'en pour rend ça pas trop compte, que la recherche essaye d'utiliser au maximum des satellites opérationnels quand c'est faisable, parce qu'elle déduit toujours de l'information de certaines choses, mais des satellites dédiés à la recherche, il n'y en a pas tant que ça. Et donc du coup, nous, on s'apercevait que pour suivre le cycle diurne, tout le monde a bien vu que la plupart des paramètres géophysiques varient suivant un cycle diurne. Et du coup, si vous mesurez avec un satellite standard, aussi performant soit-il, finalement, il n'est pas partout en même temps. Donc finalement, il fait 14-15 orbites par jour. Et donc, du coup, il va mettre une semaine à revenir au-dessus d'un même point. Donc en une semaine, il a pu se passer des choses. Et donc, du coup, nous, on voulait expérimenter le fait d'avoir des petits satellites, probablement moins précis, mais qui du coup donnent une couverture spatiale plus importante. Alors, ça a été compliqué. Les Américains ont lancé ça, donc ça nous intéressait beaucoup. Et ils ont lancé ça d'une façon formidable parce que leur nanosat, ils les ont appelés CubeSat. Alors, pourquoi CubeSat? C'est parce que du coup, ils sont tout de suite mis sur un standard. Ils ont dit, on va faire un standard, et du coup, tous ceux qui voudront faire des petits satellites feront un standard. Alors, ça a eu 2 gros avantages qui a fait que, au moins aux États-Unis, ça a vraiment pris beaucoup d'ampleur. C'est que d'une part, les industriels pouvaient développer de la techno puisqu'ils savaient que tous ceux qui feraient des satellites, il y aurait cette taille. Donc, dès lors que ça comptait, alors là, ce qu'on voyait à l'écran, nos satellites font 10 cm par 10, c'est des cubes de 10 cm par 10 cm. Donc, si vous développez une techno qui tient dans le cube,
eh ben, vous savez que quelqu'un d'autre qui fera un CubeSat pourra exploiter cette techno. Donc les industriels ont pu développer des choses, hein, c'est ce qu'on dit, finalement les éléments sur étagère qu'on utilise, ils existent et vous n'avez plus qu'à les utiliser, alors que finalement dans le spatial, jusqu'à présent, on faisait du prototype. Et donc ça coûtait cher, puisqu'à chaque fois, il fallait faire quelque chose de nouveau. Oui, c'était Même pas en si on série, savait le quoi. faire, c'était pas en série, donc il Ouais. fallait le redévelopper. Donc à chaque fois, c'était 10-20 ans d'études, de redéveloppement, puisqu'à chaque fois, la problématique était différente. Donc même si on savait, ça prenait du temps. Donc là, ça fait ses preuves, ça existe, bah, paf, je le mets, et j'ai déjà ce problème en moins à résoudre sur mon satellite. La seule contrainte, c'est que ça tienne dans une boîte à chaussures. Dans une boîte, taille alors, dans assez- une boîte à chaussures, et même si on veut vraiment descendre, ça faut que ça tienne dans 10 par 10 cm, donc dans un D'accord. Rubik's Cube plutôt. Hein. Ouais. Ou c'est des petits pieds. Et après, on peut mettre plusieurs petits cubes ensemble. Ouais. Et alors, l'autre élément aussi très intéressant, c'est que dès lors qu'on a ce standard, pour l'éjection, ça veut dire que les gens qui vont vous porter, et vous n'êtes pas une charge principale, hein, puisque vous avez un satellite plus important qui a payé beaucoup plus cher que vous, mais pour vous faire éjecter, ben, comme on connaît votre taille, on fait un éjecteur standard, et on s'occupe plus de ça, on vous met dans un éjecteur, et hop, vous partez avec un ressort, et on sait que vous rentrerez dans ce tube. Alors soit de 10 par 10, soit si c'est un peu plus gros de 20 par 10, mais du coup c'est standard. Catapulte Donc, du coup, standard de satellite. ça a été formidable pour rendre cette techno du coup facile à envoyer, donc pas cher pour le lanceur puisqu'il n'avait pas de développement. On trouve les éléments. Donc du coup nous on était très intéressés et là c'est vrai que j'étais intéressé scientifiquement et j'ai croisé les chemins de quelqu'un dans mon laboratoire qui avait beaucoup travaillé sur le spatial et qui lui aussi était très intéressé par cette techno et du coup on s'est dit ben non il faut qu'on développe ça. D'accord. Ça va répondre à nos questions scientifiques. Alors ça n'a pas été un chemin facile parce que quand vous me présentez ce système de 10 par 10 à des gens qui ont l'habitude de faire des satellites qui font plutôt 1 mètre par 1 mètre par 1 mètre, vous voyez la différence de taille, ils vous disent ouais, vous ne ferez jamais de recherche avec ça. Bon, donc on a eu beau essayer de convaincre tout le monde, on a eu beaucoup de mal, et je dois dire que j'ai usé d'un de mes privilèges d'avoir été directeur de laboratoire pour à un moment donné dire ben, on sait tout faire, faisons-le, quoi, et on va bien voir si c'est faisable. Ah, puis en plus, ça marchait, les Américains le faisaient. Donc, il y Les avait Américains enfin, faisaient, voilà. mais après, entre ça- les Américains le fait et puis est-ce Voilà. qu'on est capable de le faire, il y a souvent une Bien marche. sûr, Hein, il y avait donc quand il même faut- une référence. Ça permet. Il y avait, Oui, enfin, oui, voilà, c'est ça. il y avait- Et je vous dis, le collègue qui a porté toute cette techno, il connaissait très bien le spatial et les technologies spatiales. Et donc, on a été capable très rapidement voilà, de faire un premier nanosat démonstrateur, tout petit. Puis après, on fait un deuxième un petit peu plus gros. Et D'accord. puis là, on a dans les cartons le troisième qui devient un SISU, donc nettement plus gros et avec des capacités qui s'approchent de ses grands frères maintenant. C'est-à-dire qu'il peut se tourner, qu'il peut observer dans la direction qu'on va lui indiquer, etc. Et donc, ça montre. Et puis du coup, alors on a fait une évolution un petit peu en gardant l'idée de la constellation. C'est-à-dire que même si les satellites étaient différents, ils gardaient à chaque fois les capteurs de celui d'avant. Ce qui faisait que du coup, notre objectif, là, on est en train de travailler là-dessus, c'est de démontrer que finalement, avec plusieurs, même de qualité moindre, c'est très complémentaire d'un gros, c'est-à-dire que le gros vous donnera effectivement la valeur absolue, mais tous les petits vont vous donner la variabilité autour qu'on ne peut pas observer avec un seul. Ok. Vous avez vraiment, voilà, satellite par satellite, vous allez réussir à montrer qu'il y a l'intérêt de cette On constellation. espère, voilà. Voilà, Et puis c'est au fur et à l'objectif. mesure, on développe une recherche qui est une recherche qu'on appelle agile et rapide, parce que comme les développements se font typiquement en 1 ou 2 ans, on n'est pas sur les 10 ou 20 ans habituels. Et donc, du coup, ce qui fait qu'on peut fonctionner en échec-erreur, c'est qu'on apprend de ses erreurs et puis on améliore les choses au fur et à mesure. Et puis, comme on rajoute à chaque fois des fonctionnalités nouvelles, on apprend des choses, on fait des choses nouvelles. Et donc, du coup, on a un incrément qui est adapté à la façon de travailler d'un chercheur qui travaille. Voilà, des durées d'1 an ou 2, c'est typique de ce qu'on fait. Les durées de 10, 20, 30 ans qu'on connaît, notamment alors pour l'exploration de l'univers, c'est que vous avez déjà beaucoup d'années de développement, et puis après, vous avez des années de transit.
Et puis, moi, en tant que directeur, j'étais confronté à ça, hein, notamment pour la sonde qui s'est posée là, sur la comète. Rosetta et Philae, du coup, tu étais impliqué moi, j'étais en tant que directeur, j'avais D'accord. des gens qui avaient développé des instruments en début de carrière et qui étaient partis à la retraite. Et donc, il fallait qu'on leur dise, expliquer aux jeunes ce qu'il y a dedans, parce que finalement, c'est parti depuis très longtemps. Alors, ça, c'était la mission un peu emblématique, qui a été endormie pendant 10 ans pour son transit, etc. Enfin, voilà. Mais ça donne... Mais malgré tout, on est souvent sur des durées qui sont compliquées pour une carrière de scientifique. Que là, en fait, ce New Space et ces CubeSats, c'est limite, les chercheurs ont enfin un outil plus compatible de leur rythme de recherche, en fait. Voilà, c'est tout vraiment à fait. une nouveauté et qui s'améliore au fur et à mesure. Alors c'est vrai que dans le premier, l'ambition était forcément réduite. Alors on a détourné la problématique en mettant, comme on n'était pas capable de viser un point, on a mis un capteur sur chaque face, ce qui fait qu'on est sûr que il pointe toujours vers la Terre. Et voilà, en même temps, se développent des outils informatiques fantastiques, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a les outils pour recomposer à partir d'informations complexes une information plus simple. Et donc, on a utilisé l'intelligence artificielle pour aller recomposer un signal plus intéressant. Et c'est ce qu'on va faire avec la constellation. Une fois qu'on a une constellation, effectivement, on utilise des outils numériques pour corriger les trucs, les niveaux entre les satellites et en même temps fournir du coup une information qui va devenir une information de qualité. Et du coup, le tout premier, vous avez mis combien de temps à le faire et à l'envoyer? Alors, le premier, à partir du moment où on se met à le faire et le moment où on le lance, il y a typiquement 2 ans. 2 ans. Voilà. Donc en 2 ans, vous concevez le satellite, Alors, vous le mettez dans un on lanceur. le conçoit, on achète ce qui existe, Ouais. on teste ce qui n'existe, qui n'a pas volé et qu'on a besoin de tester. Et pour à la fin avoir alors après, on gère effectivement le lancement et on est mis en orbite. Et là, il y a 2 ans, effectivement, à partir de ces 2 moments-là, bien évidemment, il y a souvent une réflexion avant. Évidemment, alors oui. surtout sur le premier, où on avait passé 20 ans à essayer de convaincre tout le monde que c'était intéressant et qu'il fallait le faire. On a été avec mon collègue voir tous les labos aux États-Unis, se rendre compte comment eux, ils faisaient. Alors bien évidemment, la vision française, c'était souvent que ces nanosats servent pour les étudiants. Sauf que finalement, c'est pas très adapté à la France, parce que finalement, les universités américaines et les universités françaises, c'est pas le même modèle, c'est pas les mêmes moyens. Vous avez souvent des industries qui financent les universités, qui sont là pour soutenir les projets, etc. L'université française n'est pas à ce niveau de financement, et du coup, aller débloquer comme ça 1 million d'euros pour les étudiants, c'est souvent compliqué. Alors nous, notre C'est le vision, prix, c'était... 1 million d'euros, c'est le prix d'un petit satellite. C'est le pied du cube, oui. Voilà. Ouais. Après, L'ordre de grandeur. en fonction de d'où Voilà. vous le faites, il va vous coûter plus ou moins cher. Voilà, mais Effectivement, mais- c'est quand même des montants assez élevés pour... c'est les montants, Pour une boîte de 10 sur 10. Ouais. pas élevés, en même temps élevés. C'est-à-dire que pour nous, dans la recherche, 1 million d'euros, on parlait des lidars avant, ça a ce coût-là, un lidar. Hein. Donc, et là, le satellite, il vous donne une vision globale. Donc, voilà, on ne fait pas les mêmes choses, mais ce n'est pas des montants exagérés. Mais en même temps, effectivement, pour l'université, c'est quand même des montants super gros qu'il faut aller trouver. Donc c'est ça qui a été compliqué. Alors c'est vrai que nous, notre stratégie, elle a été bien évidemment d'impliquer beaucoup d'étudiants. On a impliqué énormément d'étudiants parce que ça met quand même le pied à l'étrier pour beaucoup d'étudiants. Mais on n'a pas fait piloter le développement par les étudiants. C'est-à-dire qu'on est resté, c'est nous qui sommes maîtres d'œuvre, on rythme le développement. Et à chaque fois que c'est possible, on implique des étudiants sur certaines phases. De l'université de Saint-Quentin-Versailles, du coup. Oui, un petit peu alors plus global, majoritairement, mais aussi des écoles qui étaient à côté. Hein. On est en partenariat avec des écoles comme l'ESTACA, comme l'IPSA, etc., qui forment des ingénieurs et qui étaient ravis de travailler sur des applications. Mais aussi, voilà, on avait lancé une licence pro, donc aussi avec des gens... Vous avez ouvert vraiment, voilà, il y a plein de personnes, plein d'étudiants Ouais, qui plein étaient passionnés, d'étudiants qui ont pu travailler. participer ponctuellement sur des petites Mais on leur a pas missions, dit, voilà. on vous laisse la capacité Ok. de développer. Nous, on a dit, nous, on a un projet scientifique qui est celui-là. Et vous allez y travailler ponctuellement sur certaines étapes. Mais du coup, vous allez être intégré à une vraie équipe
qui développent des satellites, donc voir ce qui s'y passe. D'accord. Ah bah, Donc c'est ça, c'était une aventure. un gros projet, il a fallu se battre, Oui, mais ça fait beaucoup se de battre, fierté mais une fois que c'est en l'air. grosse fierté au moment où ça fonctionne, quoi. D'accord. Où ça part, grosse anxiété quand ça part dans la fusée, parce que le spatial reste toujours avec avec un risque. Hein, bien sûr. c'est toujours, même les plus belles réussites où les gens ont travaillé d'arrache-pied, il y a toujours un risque que ça ne fonctionne pas. Donc le premier a bien fonctionné, gros machin. Le deuxième a fonctionné aussi, donc grosse satisfaction. Et du coup, cet aspect de constellation est en train d'être testé et de voir si effectivement, enfin on n'a pas de doute que ça va donner des résultats, mais voilà, peut-être que ça fera des petits et que ça va, on va développer des stratégies peut-être autour de ça plus collectives. D'accord. Du coup, aujourd'hui, vous êtes le seul laboratoire ou université à avoir lancé du CubeSat en France? Non, pas du tout. Parce que, comme je vous l'ai dit, il y a ces initiatives de chaque université. Ok. Alors, d'autres universités ont réussi aussi, mais la plupart, effectivement, avec un modèle un peu à part. Alors, vous avez notamment, alors ceux que je ne vais pas citer vont m'en vouloir, mais vous avez Montpellier qui a été dans les premiers à le faire, avec une fondation pour aller financer Sur ça. un modèle différent, Voilà. effectivement. Alors à chaque fois, c'est à chaque fois des modèles qui sont différents parce qu'effectivement, faut en même temps, ça j'en ai pas parlé, mais il faut inventer le modèle économique aussi parce qu'il faut aller trouver les fonds. On a parlé de sommes qui sont pour la recherche pas forcément importantes, mais il faut quand même aller les trouver. Bien 1 sûr. million d'euros, il faut aller le trouver. Bon. Donc c'était pas si simple que ça. Mais Claire, Montpellier était plutôt sur l'aspect technologique, donc il a démontré effectivement que finalement il arrivait à maîtriser cette technologie, donc ils en ont envoyé plusieurs, dont certains ont fonctionné. Grenoble l'a fait aussi, d'une autre façon, et je sais que là il y a un certain nombre d'écoles, comme Centrale Supélec, comme ISAE à Toulouse, qui développent les mêmes choses. Mais quand c'est des projets étudiants, purement étudiants, c'est super bien pour les étudiants, mais c'est compliqué parce que voilà, on ne s'improvise pas ingénieur spatial et quand vous avez des promos qui changent souvent, c'est compliqué. Oui, des aspects de gestion qui sont beaucoup moins accessibles. Voilà, aux étudiants, on a appelé ça satellite étudiant parce que c'était les universités, mais en fait, nous, quand on a été les visiter, on a bien vu que finalement, les soi-disant étudiants qui étaient là, c'était des gens qui avaient un contrat d'1 an, alors soit qui prenaient une année sabbatique, soit qui avaient fini les études et c'était leur premier job. Et de toute façon, ils étaient soutenus énormément par le staff technique qui avait envoyé des satellites traditionnels. Et donc, ils connaissaient très bien le métier. Donc, du coup, c'est vrai que voilà, ça a été une interprétation qui a probablement fait la mauvaise compréhension de ce système. Mais aujourd'hui, la réalité, c'est que aux États-Unis, on a des constellations de recherche qui sont en train de se mettre en place. Donc le nanosat, pour les Américains, c'est sûr que c'est un élément complètement acquis dans leur stratégie spatiale. Du coup, j'arrive peut-être sur un autre sujet, mais on parle de tout petits satellites, potentiellement avec moins de recherche. Donc, comme tu disais, c'est beaucoup plus agile. Une durée de vie moindre. Est-ce que du coup, il n'y a pas aussi ce questionnement de créer du débris spatial Alors, si, ça c'est une question pas que les nanosats, c'est l'ensemble de la stratégie spatiale qui est face à ce problème. Alors, il y a un élément que je rappelle tout le temps, parce qu'effectivement, on est aussi beaucoup avec des étudiants, hein, donc c'est que si le débris est pas trop, enfin, si le satellite n'est pas trop, il va redescendre. Parce qu'il y a malgré tout, surtout dans les régions dont on parle, c'est-à-dire là on parle des satellites défilants, donc typiquement entre 400 et 1000 km de la Terre, il reste un freinage, et donc plus il est bas, plus il va freiner, et plus il va tomber rapidement. On parlait du premier nanosat, qui s'appelait UVSQSat, et ben, il fonctionne très bien, ça fait plus de 3 ans, et très probablement dans 1 an ou 2, on le voit déjà descendre, il va devenir une belle météorite. D'accord.
Voilà. Donc, en fait, l'atmosphère se nettoie naturellement si on n'est pas trop bas. C'est pour ça qu'il y a ces lois, et la loi française est bien faite pour ça. Les autres pays n'ont pas forcément de loi, il n'y a pas de loi internationale. Mais si on fait attention à ne pas être trop haut, on va se désorbiter. Aujourd'hui, il existe des outils aussi pour se désorbiter, puisque même les nanosats ont la capacité d'avoir des petits moteurs. Les nôtres ne l'ont pas embarqué, mais on pourrait mettre des petits moteurs. Alors, il y a une entreprise qu'on connaît bien, parce que finalement, ceux qu'ils ont créés viennent de notre environnement, hein, c'est Exotrail qui fait ces petits moteurs, qui fait l'actualité beaucoup en ce moment. Et du coup, avec ces petits moteurs, on a la capacité de se désorbiter. On peut aussi imaginer prendre des voiles, c'est-à-dire d'un seul coup créer beaucoup plus de freinage. Hein. Ce sera les airbags finalement du spatial. On déploiera ça et hop, on va se mettre à freiner et descendre. Bon. Bien sûr, si on est très haut, et ce qui a été le cas avant, par exemple, on avait des étages de fusée qu'on a laissés très haut. Bon, bah, ceux-là, comme ils sont très hauts, bah, ils tomberont un jour, mais peut-être dans 100 ou dans 200 ans. Donc c'est ça un peu la problématique. Donc si on veut mettre d'autres satellites, il va falloir se débarrasser de ces gros objets. Mais donc c'est pour ça que finalement, oui, il y a des débris. Aujourd'hui, la problématique, c'est de s'entendre au niveau international et de légiférer. Alors, le problème, c'est que pour l'instant, comme il n'y a pas de règles internationales, chacun fait ce qu'il veut, mais ces débris, éventuellement, tirent sur ces satellites pour créer d'autres débris. Donc, c'est un peu la jungle en ce moment. Bon. Mais, malgré tout, là où il faut être positif, c'est que malgré tout, on ne voit pas trop comment des entreprises comme SpaceX ou des entreprises chinoises qui vont envahir très rapidement de ces orbites-là ne vont pas avoir la nécessité rien que pour leur sauvegarde personnelle, de faire le code de la route de l'espace, puisqu'il va falloir qu'on dise on est à droite, on est à gauche, on circule comme ci, comme ça, comme on l'a fait sur la route, comme on l'a fait avec les routes maritimes, comme on l'a fait avec les routes aériennes. Naturellement, on va tendre vers un cadre réglementaire pour que on l'accès commercial va savoir le faire, il reste... n'y a pas de raison, c'est juste une volonté politique. Et je pense que du coup, ceux qui seront les plus intéressés vont devoir se sortir du bois assez rapidement, parce que c'est eux qui vont être les principaux pénalisés. Effectivement. Merci pour cette petite parenthèse, effectivement, débris. Puis j'en arrive, moi, à ma dernière question. J'avais encore des questions. Ah, pardon. Non, mais moi, je pensais que tu voulais embrayer sur... Non, du tout, mais c'est juste... Du coup, vous avez lancé, donc aujourd'hui, vous avez 2 satellites qui sont en orbite. Vous récupérez les données. Il faut les gérer, entre guillemets, ces satellites, les monitorer en permanence. Vous êtes improvisé agence spatiale. Alors c'est délégué au CNES. Non, ça c'est très compliqué parce que c'est un peu la même difficulté que j'avais rencontrée quand on a fait ce réseau un peu opérationnel d'observation de l'ozone et des gaz qui attaquent l'ozone. C'est qu'il fallait, dans un cas de recherche, faire évoluer ça. Alors, je dois dire que moi, j'étais une partie de la solution puisque j'avais cette décharge un peu pour m'occuper de ça. Donc déjà, c'était un premier pas. Mais on n'est pas un organisme opérationnel. Donc ça a été toujours compliqué. Donc là, on a les mêmes problèmes. Donc on a automatisé un certain nombre d'opérations pour récupérer les données, pour les traiter. Il y a une poignée de personnes qui s'occupent de ça. Voilà. Mais souvent, une poignée de personnes motivées, ça déplace des montagnes. C'est sûr. Donc, c'est ça qu'on s'aperçoit. Mais c'est vrai que sur la pérennité du long terme, c'est clair qu'il faut trouver d'autres solutions. Il y a des solutions. Là aussi, hein, à chaque fois, hein, c'est des volontés politiques. Hein, mais on doit pouvoir trouver des moyens de faire ça collectivement de façon facile. C'est vrai qu'on l'oubliait, ça se fait pas tout seul. Un satellite, on l'envoie pas et après on reçoit quelque chose de tout traité. Non, il y a beaucoup de maintenance, il y a beaucoup de choses à faire en fait. Voilà, pour arriver à exploiter des choses. C'est vrai. Alors ce que les gens souvent ignorent, c'est que ce qui sort du satellite, déjà c'est un signal radio. Oui. Qui est souvent issu d'une tension. Et donc ça, faut transformer ça en quelque chose qui est utilisable. Et du coup, c'est un peu la problématique qu'il y a aujourd'hui le spatial, c'est que ça reste quand même un milieu de spécialistes. C'est-à-dire que vous, si vous voulez vous intéresser à ça, vous êtes là avec des 1 et des 0 et vous allez bien pas savoir quoi faire avec ça. Donc, c'est ça tout l'enjeu aujourd'hui du spatial, c'est d'arriver à transformer ça pour être utilisé par le plus grand nombre.
Parce que le spatial, demain, sera capable d'être une réponse à beaucoup de choses. Il l'est déjà. Les gens l'ignorent. Parce que beaucoup de gens peuvent être contre les débris, mais ils vont pas être contre qu'on leur coupe Netflix ou leur téléphone. Donc là, il y a une aberration. Donc vous voyez, on a déjà beaucoup de choses qui dépendent du spatial, et on voit bien qu'on parle beaucoup d'IA. Quoi mieux qu'un satellite pour vous produire des images qui vont vous donner des informations. Donc les deux couplés, on va révolutionner ce qu'on est capable de voir, ce qu'on est capable de faire. Mais voilà, il va falloir légiférer sur comment on se déplace dans l'espace. En même temps, on va avoir des moteurs. Donc, jusqu'à présent, on avait des éléments balistiques. Maintenant, on va avoir des moteurs. Donc, la circulation va être encore plus compliquée. On rajoute des degrés de liberté à nos satellites. Voilà. Donc, ça va devenir un espace compliqué, mais qui n'est pas aujourd'hui et pendant le temps, qui ne va pas être plus encombré que ne l'est la mer ou que ne l'est le ciel. Donc, on y arrive bien sur la mer et sur le ciel. Il n'y a pas de raison qu'on y arrive. Mais il faut trouver des règles. Donc là, il y a des enjeux. Mais du coup, juste pour vous dire qu'effectivement, cette question est très bonne, c'est que effectivement, c'est des activités qui sont compliquées. Mais j'ai envie de dire, on revient presque en arrière, où finalement, dans le service d'aéronomie, quand on a commencé de faire des choses avec des fusées, très rapidement, on s'est aperçu qu'une fois qu'on avait envoyé une dizaine de fusées, on s'est aperçu qu'il fallait un organisme pour le gérer. Donc là, quand il va y avoir beaucoup d'utilisateurs de ces petits satellites, il va falloir collectivement qu'on trouve comment s'organiser. On s'organise. Et puis que là-bas dans le ciel, ça s'organise aussi, les priorités. Aujourd'hui, ce qui paraît fabuleux, c'est que c'est la station internationale qui se déplace pour éviter les débris. On pourrait imaginer que ce soit quand même les nanosats qui se déplacent. Priorité quand même au gros, quoi. Un peu comme dans le code de la route, hein, on laisse passer l'autocar. C'est pour notre survie qu'on fait ça aussi. Mais... Oui, aussi, c'est vrai. Mais c'est la règle de la route. Hein, vous êtes censé laisser passer l'autocar. Tout à fait. On voit super pas mal de changements donc, dans ce spatial. Il y a beaucoup le New Space, il y a beaucoup de nouveaux enjeux. Alors j'en arrive à la dernière question avec une des activités plus récentes qui doit beaucoup t'occuper avec cette Académie spatiale d'Île-de-France et donc un nouveau master sur le New Space. Il y a tous ces nouveaux changements. Et ça fait des nouveaux métiers, une nouvelle manière d'aborder comment on va dans l'espace, comment on exploite les données. Il y a besoin de nouveaux talents. Comment est-ce que vous en êtes venu à créer cette académie, en quoi ça consiste, etc. Alors, oui, alors ça, c'est un gros challenge qu'on essaye de prendre là au niveau français. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre qu'effectivement, partout, on le dit, tout le monde le dit, hein, les métiers vont changer, on ne les connaît pas pour toutes les disciplines. Mais là, on est sur un secteur qui va vraiment foncièrement changer. On passe d'un secteur qui était majoritairement piloté par le public, par les gouvernements, donc avec des temporalités, avec des financements de ce type-là. Et donc aujourd'hui, on passe sur un secteur qui va être majoritairement privé. D'accord. Donc, qui dit privé dit fragmentation. Avant, vous aviez un seul interlocuteur, voilà, le gouvernement qui avait son agence. Demain, on a une fragmentation, comme on l'a connu dans tous les domaines qui ont fait ça. Je pense à la télécom, par exemple. Voilà, vous aviez un acteur national. Maintenant, vous avez N acteurs qui eux-mêmes dépendent de N poseurs de fibres, de N poseurs d'antennes, de N commerciaux, de N vendeurs de téléphones. Les téléphones sont plus vendus par les opérateurs. Il y a des vendeurs de téléphones. Donc le spatial, ça va être ça. Ça va être, vous avez une fragmentation. Vous allez avoir celui qui va vous positionner sur la bonne orbite. Vous avez celui qui va vous vendre la fonction ceci, celui qui va vous faire arrimer pour peut-être récupérer un peu d'énergie. Puis derrière, vous allez avoir tout ce qu'il va y avoir au sol. Au sol, comme on l'a dit, il faut récupérer les données, il faut les traiter. Et l'enjeu, il n'est pas que sur les objets qu'on met. Il est aussi sur les applications qu'on va en faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui déjà, l'agriculture ne peut pas se passer du spatial. Mais demain, ça va être bien pire. C'est-à-dire que tout va fonctionner avec ces images parce que vous allez pouvoir optimiser tout ce que vous faites. Et donc, ça veut dire que là, il y a aussi pour un grand nombre de gens un secteur sur l'informatique, sur le développement d'applications. On parlait justement de l'accès aux données. Mais comment on transforme cette donnée pour demain, sur le téléphone, vous avez votre information. Voilà. Déjà,
les gens peuvent se rendre compte dans la circulation, quand on est passé à d'un seul coup notre GPS qu'on devait installer dans la voiture ou qui était inscrit à la voiture, et tous les 2 ans, on devait rentrer un disque pour remettre à jour les routes, qu'on faisait ou qu'on ne faisait pas d'ailleurs. Bon, et à aujourd'hui, finalement, le téléphone qui vous dit en temps réel si cette route elle est bouchée, elle est ouverte, il y a un accident ou pas. Et ça, on ne se rend pas compte que ça, c'est effectivement possible par le spatial qui vous donne un positionnement, qui vous donne une télécommunication, qui vous informe, qui croise des tas de réseaux d'informations, qui vous permet ça. Donc ça, c'est pour votre circulation au quotidien. Donc on voit, là je m'adresse finalement aux conducteurs qui étaient avant avec leur carte pour essayer de trouver par où passer, qui maintenant vont utiliser les fameuses applications que je nommerai pas, qui permettent de se déplacer. Tous les secteurs, ça va être ça. C'est-à-dire que demain, quand vous allez vous poser une question, vous aurez une application qui vous répond comment optimiser ce que vous souhaitez faire. Et donc, ça va quand même révolutionner. Alors, ça va créer aussi des nouveaux problèmes. Hein. Les nouveaux problèmes, ils ont d'ailleurs été devancés par la France en faisant un commandement de l'espace. C'est comment on assure la sécurité des gens, la sécurité parce qu'effectivement, on voit bien que toutes ces applications permettent de voir des choses, permettent de faire des choses. Comment on protège effectivement notre infrastructure, parce que finalement, si on est très dépendant de cette infrastructure et qu'elle est attaquée d'une manière ou d'une autre, que ce soit attaquée, je dirais, par des malveillances humaines ou attaquée par des caprices du soleil, faut protéger tout ça, surtout si on est très dépendant. Si par exemple l'ouverture de votre maison dépend du spatial, vous allez dormir dehors si ça s'arrête, hein, ou vous allez plus manger, ou voilà, il va se passer des choses comme on le voit aujourd'hui. Hein, finalement, quand vous allez à un restaurant et que ils ont plus l'informatique, et votre commande elle part plus en cuisine, et donc vous attendez 1 heure qu'on se remette au papier pour arriver à voilà. Donc là, ça va être un peu ça. Donc il faut que tout ça soit très fiabilisé. Donc pour très fiabiliser, il va y avoir beaucoup de métiers. Et alors le message un petit peu que je peux passer aussi par rapport à ça, la vision qu'on défend, c'est que pendant très longtemps, le spatial, c'était le domaine des ingénieurs, et là on est bien placé pour en parler, aéronautique et spatial. D'ailleurs, on ne différenciait pas les deux, parce que finalement c'était la même techno, on faisait de la technologie spatiale, du matériau qui devait voler, voilà, donc on était ensemble. Maintenant, ces secteurs, on va continuer d'avoir besoin de ces ingénieurs, bien évidemment, innovants, mais ils vont devenir une minorité par rapport au secteur. De la même manière qu'au tout départ, qu'on a commencé la télécom, on avait besoin de gens qui savaient propager un signal radio dans l'atmosphère. Combien vous pensez de gens qui aujourd'hui s'intéressent à la télécom savent par où transitent les signaux radio et qu'est-ce qui fait qu'ils transitent bien ou pas? Une poignée de quelques spécialistes. Donc là, ça va être pareil, on va avoir une poignée de spécialistes d'ingénieurs aéronautiques et aérospatiales qui feront des composants avec des matériaux de plus en plus performants. Et vous allez avoir 90% du reste qui va faire la logistique autour pour que tout ça fonctionne. Il y a besoin pour de l'opérationnel, vraiment. Pour l'opérationnel. Donc on a besoin, alors on va faire des satellites en série, donc on a besoin de beaucoup de techniciens, techniciens supérieurs, ingénieurs, qui vont avoir les mains dans le cambouis pour développer. Donc voilà, tous ceux qui font de l'informatique, le spatial a besoin de beaucoup d'informatique, embarquée, mais aussi de traitement de données. Si vous êtes électronicien, on a besoin de beaucoup d'électronique embarquée et aussi pour recevoir les données, pour les transformer. Mécanique, thermique, donc tous ces métiers. Et puis, pas que des métiers techniques. On a besoin de juristes, on a besoin d'économistes, on a besoin de gens qui vont faire de la géopolitique. On a besoin de tous ces métiers. Donc ça devient une discipline tout à fait standard, enfin un domaine complètement standard et intégré. Qui va devoir demander que tous ces métiers. Donc nous, là, on essaye de porter un peu la bonne parole auprès des étudiants. On n'est pas capable de leur décrire tous les métiers parce qu'on n'est pas visionnaire, mais on est capable de leur dire, oui, il va y avoir besoin de droit, il va y avoir de tout ça. Donc, si vous intéressez au spatial, mais historiquement, on disait, voilà, vous êtes bon en maths et en physique, alors vous allez pouvoir faire du spatial. Là aujourd'hui vous êtes bon à autre chose, vous allez pouvoir quand même faire du spatial. Il y a tellement un écosystème à construire. Il y a un écosystème énorme qui va devoir être construit et ça va être une grosse révolution. Et puis l'autre élément, peut-être pour les plus jeunes à leur dire, c'est que c'est vrai, alors c'est un biais, je ne sais pas si je peux en parler vraiment, mais c'est vrai que le métier de l'aéronautique et l'aérospatiale
nécessitaient des études très spécifiques, souvent coûteuses, et souvent qui n'étaient pas du coup forcément accessibles au plus grand nombre. Donc là, il va falloir que ça s'ouvre. On a toujours besoin de ces spécialistes, on a besoin de ces écoles qui sont le fleuron, je dirais, de la technologie française, mais on va avoir besoin de tout le monde. Donc ça veut dire que voilà, tous ceux qui sont intéressés, il ne faut pas qu'ils se disent c'est pas pour moi. Ils y arriveront en trouvant une filière pour y arriver. Il va y avoir des passerelles. Et comme c'est un secteur qui va avoir besoin de gens, les gens trouveront à travailler pour le spatial d'une manière ou d'une autre. C'est une opportunité assez unique par rapport à il y a quelques années en arrière où travailler dans le spatial, ça allait être très compliqué. Là, ça se démocratise et il va y avoir un tel appel d'air que n'importe qui un peu passionné va pouvoir trouver sa place et sa voie. Trouver Ok. de comment il peut contribuer à Voilà. ce secteur d'une manière ou d'une autre. Alors c'est vrai sur les individus, c'est vrai sur les entreprises. Jusqu'à présent, il y avait un ticket d'entrée pour faire du spatial qui était très compliqué et très cher. Et du coup, seules voilà, quelques industries qui s'étaient lancées là-dedans étaient capables. Mais aujourd'hui, on voit bien, il y a un grand nombre de startups. Donc, il y a de l'innovation partout. Alors, bien sûr, qui intéresse les grands groupes, voilà, parce que les petites startups sont très agiles, ont des tas d'idées. Alors, des tas d'idées qui vont faire flop, et puis des tas d'idées qui vont faire le secteur de demain. Et donc, nous, on prône que ça reste actif et on pousse les étudiants et on va essayer d'organiser nos formations pour qu'elles soient adaptées et qu'ils puissent trouver et la formation qu'ils ont besoin, mais aussi finalement l'envie et la direction pour aller alimenter ce secteur qui a besoin d'eux. D'accord, c'est génial. Une belle ambition pour que Beau projet, on les suivra jeunes ça avec attention. Voilà. Ce master. Merci Voilà. déjà de vous y intéresser Voilà. et de c'était relayer du génial. coup cette information. Et donc du coup là, on vient de sortir qu'on a appelé la Junior Space Academy, où on a effectivement un certain nombre d'étudiants. On leur a expliqué effectivement voilà, ce qui s'ouvrait à eux. Ils étaient très motivés. Et donc on va, du coup, ça va nous permettre nous aussi d'être très motivés pour reproduire ça à plus grande échelle. Ok, Ouais, j'espère, ça fait 1h20 qu'on boit tes paroles. J'espère qu'on a créé des vocations aussi j'espère. parmi ceux qui nous suivent et ceux qui nous regarderont également en rediffusion. Je propose qu'on avance un petit peu dans Oui. cette émission. On Merci en tout reviendra cas pour l'interview et éventuellement, tout c'était très très intéressant. On a pu balayer plein de sujets. Merci beaucoup. Si vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas, on reviendra, on te les Sans posera. problème. Je propose qu'on passe au petit quiz Allez. de culture générale, le traditionnel quiz d'Alexandre qu'on avait promis, qu'on promet à chaque émission d'ailleurs. Ok. On redescend un petit peu de l'espace, on va essayer de se challenger en termes de culture, si le quiz est prêt. Bon, c'est parti. Attention. Alors, donc, aucun de nous ne connaît les questions. On essaye de répondre au plus juste et on va voir. Donc, la question numéro 1, on commence facile généralement. Quel aéronef considéré comme un ULM se pilote par déplacement du centre de gravité? Petit A, le parapente. Petit B, le pendulaire. Petit C, le multi-axe. Petit D, l'autogire. On est sur de la définition précise. Le pendulaire. Oui, je miserais sur le pendulaire de ce je que j'en pense sais, aussi. même si j'ai jamais Gravité, essayé. ouais. Ouais. Le Ce pendulaire, on valide. célèbre pendulaire pour ceux qui nous suidraient C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de pendulaire, à Friedrichshafen. notamment entre autres. au salon de Friedrichshafen. C'était du coup effectivement bien le pendulaire. Donc question numéro 2. N'hésitez pas le sur chat 10. bien sûr à participer. Effectivement, mais le chat avait répondu pendulaire. Aux questions plus techniques, enfin plus de connaissances. De combien de types d'avions est composée la flotte moyen courrier d'Air France? Petit A 3, petit B 5, petit C 7, petit D 9. Tu triches un peu là, non? Et alors alors T'inquiète pas Philippe, moi j'en ai aucune idée non plus. Après le faire un petit peu au pifomètre, ça marche. Je connais la réponse. Donc je vous laisse répondre. Moyen je laisse courrier. le chat répondre également. 9 ça me paraîtrait beaucoup. Je sais pas. 5 ou 7? Ok. Une idée, Philippe? Intuitivement, j'aurais dit 5 ou 7 aussi, mais Ouais. vraiment au hasard là. Ah, je dirais peut-être 7 entre toutes les versions. Ouais, un c'est peu ça, il y a beaucoup de classiques, versions, les donc versions- on se dit que 7 c'est peut-être. Ce serait peut-être Ouais. même 9 je suis si ça se assez trouve, d'accord. parce qu'il y a entre toutes les Ouais. versions sous modèle. Moi, je vais quand même dire 7, le chat peut-être. Le chat sèche sur cette question.
Bon, sur le pendulaire, ça avait été plutôt réactif, autant là, c'est compliqué. Ah, mais si ça se trouve, c'est 9. Je veux dire 7, mais si ça se trouve, c'est 9. Ouais, je miserais sur 7 aussi. Ok. 3,18, 3,19, 3,20, 3,21 à 220. Ouais. Embraer 170, Embraer 190. Ce qui fait Ok. 7. Oh là là, Bon, tu les as cités. Les les nommés, aussi. oui, c'est ouf. J'ai de la maison, des formations professionnelles, Ouais, là. effectivement. Ouais. Je triche un petit peu. Donc 7. C'est vrai que j'avais pas pensé aux Embraer, mais ouais, je m'étais. Oui, effectivement. On sera à 5. Ouais. Les deux réponses étaient justes. Combien de mois ont été nécessaires au tour du monde de Solar Impulse, débuté en mars 2015? Ah, Alors, c'est plus cher d'un an. Bertrand Picard. C'est vrai qu'il faudrait qu'on invite sur ce plateau Bertrand Picard. Pour la nous en saison parler 2, aussi. pour la saison 2. Tout à fait, on se le garde. Euh, Donc j'éliminerai 6. Ah oui, j'ai une aussi. Une idée, Philippe, peut-être? Bah, moi, j'avais autour d'un an, donc je dirais bien 16. Alors, moi, il y a toute l'histoire de tout le temps où il a été immobilisé à cause des batteries. Ah oui, c'est Il y vrai. a toute une étape où ils sont restés plusieurs mois en attente qu'ils refabriquent des batteries pour. C'était pour Solar Impulse, je crois. Oui, oui, Ils ont ça été me- ça me immobilisés, parle. mais Ils ont été immobilisés pendant Donc longtemps. je dirais plutôt 24 mois, tu vois, que Ah, 16. je miserais sur 16 Mhm. également. Je pense qu'ils avaient prévu de le faire en un an, mais immobilisation. Ouais, ça moi, durait j'avais un 16 an en mois. tête, du coup, Eh je ben, dis ouais. 16. Moi je dirais plutôt 24, mais j'ai peut-être tort. Ah bah voilà. Ouais, effectivement, tu avais tort. J'ai Mais tort. effectivement, bon, le chat n'avait pas répondu non plus. Ah là C'est là. une question trop complexe, Alexandre. Là, il va falloir qu'on redescende un peu d'un niveau. Mais on l'a eu. Quel motoriste ne fait pas partie de la joint venture IAE? Alors là, Antoine, je te laisse répondre. Oula. Je crois que je ne l'ai même pas. Ça sort de mes compétences de motoriste. Non, il me semble que c'est... Alors attends, IAE... Mais c'est Pratt qui n'est pas dedans. Attends, non, du coup, non, attends, c'est Pratt. Non, justement, c'est Pratt. Rolls et... Je pense que c'est Moi, Japanese. j'hésite entre la A et B. Japanese n'est pas dedans. Oui, IAE, j'ai mis un peu de temps. Non, oui, c'est Japanese qui est pas dedans, je pense. Japanese qui est pas dedans. Ouais. On te suit là-dessus. Philippe, pas aucune Alors idée, là, côté Joker, moteur, moi. Joker. Joker. Ouais, mais... C'est autorisé. Bon, allez, on suit Antoine sur ça. Non, non, mais j'ai peut-être carrément faux parce La que B. je vois qu'Alexandre se moque gentiment de moi. Attention, on peut Ah, avoir mais la Alexandre réponse n'arrive quand pas à même. mettre la réponse, donc... Nous n'aurons pas... Ah, c'était... Ah oui, Alexandre. effectivement, on peut se moquer de toi. Ah bah oui, vous C'était pouvez. l'Industria des turbos Propulsores. Alors, je sais pas J'ai- du tout de quel pays c'est, du coup, mais... Espagne. D'accord. C'est- ITP. Que tu connais ITP. peut-être plus, ITP Aero. C'est Indis. Ouais, Ok. de nom, de nom. Ok. Ok, allez. Qui est un peu Question sur le suivante. moteur du NGF avec Safran, avec les Allemands, ok. il y a ITP. ouais. Le- Pour ça, je pensais qu'il pouvait être aussi sûr. Alors, en quelle année a été lancé le télescope Hubble 84, 90, 2000, 2021. Alors, nos derniers invités du coup du spatial entre Stardust et le CNES n'auraient eu la... J'aurais la réponse alors là. Hubble, l'année- une petite idée peut-être Bah, ouais, moi, c'est ou B ou C. J'aurais bien dit B. J'aurais bien dit B aussi, années 90. Avant les années 2000, ça me semble plus logique. Quoique, Je suis assez... 30 ans de service, ça fait beaucoup. Comme il est encore en service, il... je sais Ouais, pas. encore en Oui, mais service, mais il manque quelques morceaux quand même. c'était la navette hein, qui Oui. avait... Ah oui, bien vu. Bah, après, ouais, en 2000, c'est pour il y ça a- que je me dis que 90, c'est peut-être... Ouais, effectivement. Bon, ouais, 90 je reste sur 90. Ouais, ouais, avec la navette. 90 ou c'est 2000 en tout cas, 90, je pense moi. pas que ce soit... Je vais rester sur 90. Et Ah c'est là. une bonne réponse. Super. Ah, effectivement, le chat avait répondu 90 également. On peut leur faire confiance, ils sont plutôt bons. Bon, je pense qu'ils trichent, mais... Évidemment. Alors, voilà. Question militaire toujours. Sur quel avion Thomas Pesquet n'a pas volé? Tu vas bientôt avoir éclusé ton stock de questions du genre, Alexandre. Ouais. nom de Alors, le personnalité. Mirage 2000, le Rafale, l'Airbus A310, l'Airbus A350. Oh, Pour moi, il a volé sur 310 et sur 350. Ouais, moi aussi, Ouais. je pense. Je dirais le Mirage, moi, non? Ouais, Mirage 2000, il a dû faire du Rafale, forcément. Ouais, du Rafale, C'est- je pense qu'il a fait. un peu le- voilà. Je sais Il pas. a dû avoir l'opportunité. Le Mirage pense que- 2000, j'éliminerai le Mirage 2000, effectivement. Ok. Ah oui, Enfin, c'est... je ouais. voterai Mirage 2000. Bah écoute, moi j'ai envie de dire Rafale, ça se trouve, tu vois, c'est plus facile de ok. négocier un vol. Non mais vas-y, je tente Rafale. C'est plus facile Ok. de négocier un vol en Rafale qu'en Mirage, peut-être, je sais. En Mirage qu'en Rafale. Alors, je sais pas. Eh ben, non. Dans tous les cas, j'ai pas le réseau. hein, c'est- Et donc, c'était Mirage 2000, Ah, ok. effectivement. Oh là là, j'aurais dû te Le suivre. chat aussi avait dit Mirage 2000, fallait suivre le chat. Ouais. J'essaye de pas le regarder pour pas tricher non plus.
Question suivante. De quel centre spatial est parti le premier lanceur Ariane 5? Petit A, le Kennedy Space Center, Tour Eiffel. le cosmodrome de Baïkonour, la Tour Eiffel ou bien le centre spatial de Kourou? Je pense qu'il n'y a pas trop d'hésitation. Ah oui, je vois pas Ouais, pourquoi on je- serait parti d'ailleurs. Ouais. Alors la Tour Eiffel, on peut éliminer, mais En soi, moins Ah. que Kourou soit en maintenance, en construction et qu'il ait lancé de Baïkonour, par exemple. sur un premier vol, Mais ouais, c'est pour ça le premier tu vol. prends ça pas le me fait risque de marrer. le lancer ailleurs. Hein. Ouais. Faut assembler la fusée, faut Ouais, avoir tout le monde sur place. Faut être à la maison. Faut être à la maison. Faut être à la maison, donc on valide Mais Kourou, je pense connaissant à la Alexandre, je unanimité. pense qu'il y a un petit piège, mais bon, on va rester sur la D. Ouais, voilà, Ah, ça c'était bien Kourou. Kourou, mais pareil, le chat avait bon. Je sais même plus à quelle question on en est. La 5e? 6e? Bonne question. On en est. Ah, là, c'est la 8e. On est d'accord, efficace. signal. Effectivement, plutôt un bon taux de réponse pour l'instant. Ça va, Non. Philippe, les questions. Bah, Ça va, c'est ça compliqué, vient. Ouais. Je pensais être plus mauvais que ça. Pour ça. Lequel de ces avions ne possède pas de perche de ravitaillement? Alpha Jet, F-14 Tomcat, A400M ou C-160 Transal? On n'a pas sur Alpha Jet, si? Ouais, je dis. Je suis en train de dire, je vois pas de perche sur un Alpha Jet. A400M, je la vois. Le Tomcat, je la vois. Un Transal, ça Transal peut aussi, s'imaginer. ouais, je pense. Transal, ouais, je pense. Ouais. Non, par Alpha Jet, élimination, il y en a pas, Alpha Jet. Le truc, le nez tout fin à l'avant, je vois pas. Ah, quoique. Je pense que la PAF n'en a pas. Ouais. J'ai un petit. Ouais. Et ouais, je te suis sur A l'Alpha ou D. Jet, moi. A ou D, je pense. Peut-être le Transal, je sais pas. Bon, allez, on reste. Ah, Ouais, si, Alpha Jet Transal, aussi, si. Philippe. Ouais. Là, Faut se prononcer. Ouais, j'y pour connais faire pas grand équipe, chose. je vais dire Alpha Jet. mais- Allez, équipe Alpha Jet. Et tu choisis le Transal Non, je reste sur Alpha Jet. Ok. Comme ça, on se plante tous. Ah. Non, c'est bon. C'était bien l'Alpha Jet. Et le chat. Alpha Jet. Ah, il y a Liam dans le chat qui nous avait dit F14 à la base. Mais Aïe, aïe, aïe. il s'est rattrapé, il a dit Alpha Jet. Alpha Jet. Donc là, Donc, 9ème question, 10ème Dixième question. Ah là là. 9e question. Selon la certification CS25, l'avion doit être conçu pour supporter quelle charge ultime? Joker. Alors, ça, question A, plus 1G, moins 1G, ce qui me paraît trop faible. Question B, plus 2,5, moins 1. Question C, plus 3,75, moins 1,5. Question D, plus 7,75 et moins 3,5. Donc là, on est en charge ultime. Donc, Charge ultime. Ouais. Ça n'a pas le droit de casser avant, en fait. Ça peut plastifier, mais pas casser. D'accord. Spécialiste de la certification à ma gauche. Du coup, la C me parle pas mal. La C me parle pas mal. Ah. En tout cas, pas la B. Et Je la pense que D, moins 1G négatif, enfin, 1G négatif, c'est trop faible en termes de certification. Je pense que c'est au moins moins 1,5. J'hésiterai entre la C et la D. Moi, je reste sur la C quand même. Pas Philippe, si t'es calé en Bah certification, non, je suis pas du tout 25. calé, mais moi j'aurais dit par mesure de sécurité que la D peut-être. Je souhaite que ce soit la D. Après, est-ce que c'est la réalité? Je vais dire la D quand même. Moi, je reste sur la C. Sur la C. Allez. Peut-être que. Bon, ça Et va, donc, mes c'est cours déjà la de. C. Félicitations. Ouf, les cours de. Tu as le droit de continuer de pratiquer J'ai en eu chaud, tant là, qu'ingénieur sinon, j'avais plus le aéronautique. droit d'aller au bureau demain. C'est ça. Ok, bah pour cette 9e question, c'était bien la C, donc plus 3,75 et moins 1,5. Dernière, ultime question. Combien d'heures de live Ground Frequency y a-t-il eu Aïe, aïe, aïe. actuellement, sachant que, je le rappelle, nous sommes à la 14e émission. Mais je pense que ça prenait que la 13ème. Puisque. Ah non, ça a été pris en compte. Il y a Ah, une là- estimation là- du là- Temps réel. temps de cette L'émission en temps réel. Aïe, Sachant aïe, qu'on aïe. est déjà à 1h47 de live sur celle-ci, je sais pas si c'était. Ça va, t'as pas vu le temps passer, Philippe? Ah, c'est non super, non, vraiment, je me suis bien amusé. avec Ah bah, vous. nous aussi. Super. Donc, 14 émissions. Bon, là, Liam nous dit 19 dans le chat. Et franchement, moi, je partirais. On a fait quasiment que des émissions de plus d'1 heure, Et voir une Parce heure qu'on et a- demie. que des invités intéressants. Si vous êtes 1h30, oui, ça va être. 14, donc 24. plus. Enfin, c'est Ouais. dur. Ah Ouais, 19. Nos premières émissions étaient un peu plus courtes. Ouais, mais avec toutes celles où on est plutôt arrivé comme là, vers 45, le 24 est pas exclu quand même. Hein. Je choisis le 24, je tente le 19. 24. Je tente le 19. Ah, c'était 19. Et Ça c'était fait bien beaucoup, 19. hein. Le chat nous répond pas assez.
Voilà. Très très bonne réponse, Ben Moll. Je pense que tu remportes Désolé, cette mais question. on part quand même en vacances, même si vous n'êtes pas content. On a le droit également à des vacances. On verra en Euh, pleine forme, bah, avec beaucoup d'énergie. Super, merci pour ce petit quiz, Alexandre, ton Ouais. traditionnel quiz. On sent que les questions sont de plus en plus variées. Et on n'a pas eu trop de militaires, donc ça allait. Un peu Euh, quand même, juste comme ce si- qu'il faut. Tout le monde sait que c'est ta passion. Je propose qu'on avance un petit peu dans cette... qu'on arrive vers la conclusion, en fait, de cette C'est émission. déjà l'heure. C'est déjà l'heure, et notamment avec le tour de table des recommandations. On fait ça Parti. Ouais, Ouais, c'est tout à parti. fait, très bien. Du coup, Antoine, nous t'écoutons. Tu as une recommandation qui n'est pas aéronautique Tout à ou fait. spatiale cette Eh ben, fois-ci. c'est une pièce de théâtre. J'étais voir hier soir, entre autres. D'accord. J'ai vraiment été bluffé. Ça s'appelle Oublie-moi. C'est actuellement au théâtre Actuel La Bruyère à Paris. Donc c'est que à Paris. Voilà. Si peut-être avec les vacances d'été, vous avez l'occasion de passer à Paris. Alors, avec les JO, on vous le souhaite pas, mais Si vous Mais avez on sait envie, jamais, voilà, voilà. si une petite sortie ou si vous êtes à Paris, une petite sortie culturelle. Donc voilà, récompensé par 4 Molières. C'est adapté d'une pièce anglaise qui s'appelle In Other Words. Ça a été mis en scène par Marie-Julie Beau et Thierry Lopez, qui ont adapté, mis en scène et interprété cette pièce, qui a donc gagné de nombreuses récompenses. L'idée, c'est que je vous en dise pas trop, parce que c'est vraiment bien de se garder la surprise, mais ça vaut vraiment le coup. On n'en ressort pas indemne. Voilà, faut pas y aller pour avoir envie de rire pendant 2 heures, ce sera pas le cas. Mais si vous voulez prendre une grosse claque, je vous conseille d'y aller. Voilà. Eh Donc ben, je finis par une recommandation non aéro, mais voilà. merci pour cette petite recommandation culturelle. Alors, pour ma part, je reviens un petit peu dans l'aéro, mais c'est pas réellement aéro. Il faut savoir que à partir du 27 juillet, au Palais de Tokyo, Air France ouvre une exposition éphémère et un restaurant éphémère pour avoir une expérience culinaire préparée par les grands chefs comme dans leur business class. Donc voilà, si vous êtes curieux des plats un petit peu de business class long courrier Air France, vous pourrez aller tenter ça avec un menu au Palais de Tokyo. Et une petite exposition, du coup, en Et plus. alors, c'est tout un cadre, je ne sais pas exactement comment ça va être présenté, mais il y a tout un événement Air France au Palais de Tokyo là, pendant les JO. C'est jusqu'au 11 août de mémoire. 80 couverts dans ce restaurant éphémère. Et je crois que le menu est autour des 85 €, boissons inclus. Donc c'est quand même un petit budget, mais c'est toujours moins cher qu'un qu'un billet business sur un long courrier Air France, qu'on se le dise. Donc voilà, petite recommandation à tester, et puis on en parle à la rentrée pour ceux qui auront eu l'occasion de tester. Et à ton tour, Philippe, une petite recommandation si tu as ça sous le coude. Oui, j'en ai une parce que, compte tenu du thème de l'émission, je suis obligé de passer sur celle-là. Un livre, pour tous ceux qui voudront en savoir plus, de mon collègue Mustapha Mefta, qui a travaillé avec moi sur toutes ces questions et qui a écrit un bouquin qui s'intitule New Space. Et D'accord. donc, voilà. New Space. Non, il y a autre chose dans le non, mais titre. le nom. Ok, d'accord. Je suis plus sûr de savoir le nom exact. Alors, Je est-ce dois que c'est l'avoir là. l'espace et le New Space au Les- service du climat? Exactement. Oh, il a tout à cherché fait. ça. Ah, bravo. rapidement. Bravo, plus vite que moi. Bravo. Mais voilà, donc tout un peu ce qu'on a parlé hier. Et donc du coup, voilà, il y a aussi un peu de physique pour les amateurs. Mais du coup, voilà, les gens pourront se reporter à ça s'ils veulent en savoir un peu plus. Un bel ouvrage pour compléter l'émission, donc. Et Voilà, tout ce c'est qu'on ça. a pu apprendre, on a vraiment beaucoup de choses dans ta compagnie. Merci beaucoup d'être venu. Et voilà, si vous avez envie de creuser, il y a cette petite recommandation. Merci pour cette recommandation, je le l'achèterai dès que je sortirai de ce studio pour le lire. Non. Merci beaucoup pour ta présence, ça a été vraiment passionnant, on a vraiment bu tes paroles. Merci. Puis aborder plein de sujets. Et on a abordé c'est plein de bon. sujets liés à la recherche spatiale, on aurait pu encore parler des heures. Et j'ai une recommandation pour les auditeurs qui seraient intéressés, les plus jeunes. Il y a un site web de l'Académie spatiale. Et donc, qu'ils y aillent voir s'il n'y a pas des initiatives qui peuvent effectivement correspondre à leurs besoins. Tout à fait. En lien avec leur vocation. Avec et- leur J'allais vocation. dire, Ah. j'espère Tout à qu'on fait. a créé des vocations ce soir, qu'on a alimenté des vocations fait. aussi. Et n'hésitez pas à vous renseigner effectivement sur l'académie dont on a parlé. Merci encore. Et alors, pour tous ceux qui nous suivent, on se retrouve du coup à la rentrée. Scolaire. Donc, à la rentrée scolaire, effectivement, à la rentrée scolaire. Donc, pour le mois de septembre, pour reprendre un petit peu la grande fréquence et pour la saison 2, on vous a déjà préparé plein de nouveaux invités. Vous allez voir, on va encore parler aéronautique, on va parler spatial. On aura peut-être des astronautes sur ce plateau, des chercheurs, des ingénieurs, des industriels. Donc, ça va être passionnant.
D'ici là, portez-vous bien, passez un bel été et à très bientôt. Et Merci de nous avoir Antoine. suivis toute cette année, depuis qu'on a lancé. Merci à tous Tout ceux à qui fait. nous ont suivis, toutes ces émissions. Et à ceux qui nous soutiennent, merci énormément à l'Aéroclub de Bien France, dont on fait partie et qui héberge ce studio. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, c'est là où vous aurez le plus d'actualités. Merci Antoine, merci Alexandre, merci à toute l'équipe, notamment à Liam, à Nico, à Victoire, à Clara et à tous ceux que j'oublie. J'aurais jamais dû les citer Merci parce que Joris, si bien j'en sûr. oublie, c'est la loose. Donc voilà, et donc comme je disais, on se retrouve à la rentrée. Et à bientôt. Bonne soirée et merci. Bravo à vous.